Bonsoir à toutes et tous, heureux d'être avec vous. Heureux et inquiet en même temps parce que je ne suis pas un spécialiste de l'éducation physique et sportive. Je m'y intéresse beaucoup et j'ai eu beaucoup d'amis et de compagnons avec lesquels j'ai travaillé depuis longtemps dans votre discipline, mais je n'ai pas la compétence de Bruno et je suis heureux d'être avec lui pour que nous puissions nous compléter ce soir. Alors, très vite, pour ne pas trop allonger et rentrer ensuite dans le vif du sujet, les défis d'aujourd'hui. Alors, je vais en énumérer quelques-uns, puis Bruno complétera en fonction de ce qu'il estime important. Évidemment, défis écologiques. Nous vivons sur un monde que nous savons désormais fini en termes de ressources, et peut-être bientôt fini en termes de temporalité, avec une angoisse chez les jeunes générations, puisque une enquête effectuée récemment auprès d'adolescents de 15 ans fait apparaître que près de 2/3 d'entre eux pensent qu'il y aura la fin du monde avant la fin de leur vie. C'est pas très optimiste. Alors il faut voir comment est posée la question dans ces sondages toujours un petit peu biaisés, mais quand même. Il y a ce que les chercheurs appellent la solastalgie. Alors vous avez peut-être entendu ce mot de solastalgie. C'est l'angoisse devant le défi écologique, devant la destruction de la planète, devant le fait qu'il y a quand même une grande inconséquence des humains qui restent relativement passifs et qui continuent à monter dans un train qui, pour beaucoup de gens, va vers l'abîme. Voilà. Défi écologique, défi géopolitique aussi. On l'évoquait avec Bruno en préparant cette soirée. Lui et moi, nous ne sommes pas de la même génération, mais dans nos générations, dans notre enfance, la question de la guerre n'était pas présente dans les esprits. Elle est revenue au cœur de l'actualité et avec elle la question de la paix, qui est évidemment là auprès de nous. Défi démocratique aussi, parce que, là je vais être un tout petit peu plus détaillé, nous avons vécu depuis, on va dire, les années 1950 jusqu'aux années 2000, un bouleversement absolument considérable dans nos sociétés. Ce bouleversement, c'est la fin de ce que nous appelons les sociétés holistiques, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les individus obéissent à des lois sans avoir conscience qu'ils y obéissent, et ont le sentiment d'être libres tout en étant complètement déterminés par une sorte de contrainte invisible. Moi, ma grand-mère, qui habitait dans les Cévennes, elle n'a choisi ni son mari, ni son métier, ni pour qui elle allait voter quand elle avait le droit de voter, ni quels seraient ses loisirs, et pourtant elle n'avait pas le sentiment d'être aliénée. Elle n'avait pas le sentiment d'être esclave, elle faisait ce qui s'imposait à elle. Voilà. Nul d'entre vous, nul parmi nous, n'accepterait de vivre aujourd'hui en n'ayant aucune marge de choix et en étant complètement assujetti à un ensemble qui nous dicte nos comportements, qui nous dicte même nos idées et même nos penchants personnels. Donc on a vu pendant ces 50 années, et en particulier entre, on va dire, 1950 et 1980, on a vu monter ce que les sociologues appellent l'individualisme social. Alors l'individualisme social, c'est pas nécessairement un défaut, c'est le fait que chacune et chacun revendique le droit de choisir ce qu'il estime être son intérêt individuel et que ce droit de choisir passe avant l'intérêt collectif. Pour dire les choses en termes simples, moi quand je suis rentré dans l'école, il y a très longtemps, je me suis assis dans la classe et j'ai serré ma ceinture de sécurité, un peu comme quand je rentre dans un avion aujourd'hui. Moi, mon père était d'extrême droite, je m'appelle Philippe à cause de Pétain. J'ai vécu dans une famille d'extrême droite. Mon instituteur était communiste parce que dans le village, il n'y avait qu'un instituteur communiste, mais à aucun moment, mon père n'aurait suspecté mon instituteur. À aucun moment, il serait allé lui donner le moins de conseils. À aucun moment, il serait allé chipoter sur sa méthode d'apprentissage de la lecture. Et si mon instituteur me punissait, mon père doublait la punition. Si mon instituteur avait dit, quand j'avais fini ma 7e, le petit Merlieu doit aller au travail, je serais allé au travail. Parce que l'institution était considérée comme primant sur les intérêts individuels. Ceux qui parmi vous ont commencé à enseigner, alors ça dépend des milieux, ça dépend évidemment des collèges ou des lycées dans lesquels vous êtes, ça dépend aussi de la discipline. Mais quand même, vous sentez bien que les parents sont plus tout à fait dans la même disposition. Ils sont plus dans ce respect absolu d'une institution qui serait sacrée
et à laquelle ils n'auraient qu'à obéir. Ils suspectent toujours cette institution de ne pas complètement satisfaire leur intérêt particulier. On peut même dire qu'aujourd'hui, tous les parents pensent que globalement leur fils ou leur fille est un être d'exception et qu'il ne s'agit plus qu'il soit traité comme les autres, ce qu'exigeait mon père quand il me mettait à l'école, mais qu'il soit traité comme une exception. Alors ça, c'est un phénomène nouveau et c'est un défi important. Il y a certains philosophes, je pense à Guy Coq par exemple, qui dit dès lors qu'on voit monter cet individualisme social, qu'il n'y a plus d'unité idéologique et religieuse, l'école devient problématique et l'éducation devient difficile parce que ce consensus s'étant en quelque sorte ayant disparu, chacun veut faire primer l'avenir de sa propre progéniture sur le bien commun représenté par une institution. Et en réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un glissement de la logique d'institution à la logique de service. Alors, je vais aller très vite, mais globalement, qu'est-ce qu'une institution ? Une institution, c'est une organisation humaine qui est adossée à des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui la font tenir debout. Par exemple, quand vous parlez de la justice, vous dites que c'est une institution, et la qualité de la justice ne se mesure pas à la satisfaction des accusés. Bon, si les accusés ne sont pas contents, ce n'est pas le problème de la justice. Le problème de la justice, c'est d'être juste. Eh bien, l'école a été fondée comme une institution, c'est-à-dire comme une organisation qui était adossée à des valeurs et qui n'était pas liée ni à la satisfaction des parents, ni à celle des élèves, ni même à celle des enseignants. La qualité d'une école ne se mesure pas à la satisfaction de ses usagers. Voilà. Elle se mesure à sa capacité à être fidèle aux missions de l'école, permettre à chacun de penser par lui-même, l'émancipation, de ne pas être esclave de ses origines, enfermé dans son histoire, et en même temps permettre à toutes et tous de construire du commun pour faire société d'une manière la plus solidaire et la plus égalitaire possible. L'institution scolaire, elle est là pour ça. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que cette logique de l'institution, elle est mise en cause par une logique que j'appellerais la logique de service. Voilà. Au fond, on laisse évoluer petit à petit l'école vers un ensemble d'unités qui serait censé satisfaire des parents qui ne sont plus des citoyens mais des consommateurs. Alors, je ne dis pas que la chose est déjà faite. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un débat très fort dans notre société, et en particulier chez ceux qui nous dirigent, entre ceux qui restent partisans d'une école institution, adossée à des valeurs qui sont des valeurs citoyennes, et ceux qui sont partisans d'une école service, libérale, qui pourrait être privatisée ou qui pourrait rester publique, mais être explosée en une multitude de petites entités, qui sont au service d'usagers qui en déterminent progressivement la direction et les contenus. Ça, c'est un défi important pour nous, parce que depuis quand même quelques années, les politiques ont joué les parents contre les enseignants. Alors, pas tous, pas de manière systématique et pas avec la même force, mais quand même, on a fait entendre des petites musiques. La petite musique, vous savez, mais vous êtes sûr que le maître d'école de votre fils ou la maîtresse n'utilise pas la méthode globale? Parce que quand même, la méthode globale, il y a encore des enseignants, vous savez, allez y voir à peu près. Et puis, demandez-vous quand même, ils sont bien formés, vos professeurs, donc il y a une espèce de suspicion qui s'est mise en place. Le professeur a perdu de sa stature morale, intellectuelle et sociale, et on laisse entendre qu'au fond, il est au service des parents. Voilà. Et les parents deviennent de plus en plus, pas tous, pas dans tous les milieux sociaux et pas d'une manière égale, mais quand même deviennent un petit peu demandeurs de contrôler ce qui se passe dans l'école. Ça change beaucoup de choses pour nous. En particulier, ça change fondamentalement notre vision de l'avenir de l'école publique. J'y reviendrai. Si nous voulons lutter pour un avenir de l'école publique, ça veut dire qu'il nous faut faire un vrai travail avec les parents. Il ne faut pas laisser les parents enrôlés par le libéralisme, c'est-à-dire enrôlés par celles et ceux qui veulent faire exploser le service public. Donc ça, c'est un défi pour moi très important
que l'école doit relever aujourd'hui, ne pas accepter de se laisser transformer et de basculer d'une logique de l'institution au service de valeurs à une logique de service qui serait régie, au fond, par des rapports marchands et dans laquelle école chacun ferait son marché. Un autre défi auquel nous sommes affrontés aujourd'hui à l'école, c'est celui de la montée quand même de ce qu'il faut bien appeler une révolution conservatrice. Alors je dis révolution conservatrice, je pourrais dire une révolution réactionnaire. C'est assez particulier de parler de révolution réactionnaire. Je vais aller très vite parce que ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais au fond, depuis le début du XXe siècle, après cette montée de l'individualisme social dont je parlais, il y a un certain nombre de grands ébranlements. Nous avons vécu des grands ébranlements. Alors parmi ces ébranlements, il y a quoi? Il y a le fait que le progrès n'est plus la croissance. Voilà. L'autorité n'est plus le patriarcat et la montée du féminisme. L'Occident n'est plus le centre du monde. Il se veut encore largement le centre du monde, mais on sait bien que le monde est en train de s'organiser un petit peu à côté de nous. Face à ces ébranlements, il y a toute une série de courants politiques qui jouent sur la peur. Peur parce que une société qui subit ces ébranlements, qui voit que des choses aussi évidentes que le progrès c'était la croissance, l'autorité c'était le père, le patriarcat, l'homme, le mâle dominant, l'Occident c'était lui qui avait la vérité et qui devait l'imposer au monde, une société qui voit ces certitudes-là remises en cause, prend peur, et on va voir monter, vous le voyez depuis déjà quelques années, on va voir monter toute une pensée que moi j'appelle la révolution conservatrice, qui se braque contre tout ça et qui veut que le progrès ça reste la croissance, que l'autorité ça reste le patriarcat et que l'Occident ça reste le centre du monde. Et qui pense que l'ordre, par tous les moyens, et tous les moyens sont bons pour le rétablir, c'est la seule manière d'éduquer vraiment. Et là, on vit un renversement quand même. On vit un renversement parce que l'histoire, et les Lumières en particulier, tout ce qui s'est passé à partir du XVIIIe siècle, et qui a été repris par la Révolution française et qui a été retravaillé depuis, c'est l'histoire d'une éducation qui prime sur la répression. Avant de taper sur les gens, on essaye de les entourer, de les accompagner, de les soigner. On prend soin d'eux. On ne commence pas par la sanction. Et ce que je trouve dommageable aujourd'hui, c'est que quand même, nous vivons face à des idéologues qui ont un grand pouvoir quand même dans un certain nombre de médias, en particulier dans tous les médias Bolloré, qui ont un grand pouvoir pour nous dire que maintenant ça suffit. On a tout essayé. Le laxisme, c'est fini quand même. On ne va pas continuer à faire de la prévention, à s'intéresser aux gens. Maintenant, lâche-la. Il faut sévir. Il faut sévir que ce soit dans le domaine du chômage, que ce soit dans le domaine de l'immigration et bien sûr dans le domaine de l'école. Il faut sévir. C'est le choc des savoirs. Le choc, c'est le choc de la sanction. Sanction, on passe plus en seconde si on n'a pas le brevet des collèges. Sanction, si on est mauvais, on va dans le groupe des mauvais, groupe de niveau qu'on appelle groupe de besoin, de niveau, peu importe. Sanction parce que on préfère supprimer les éducateurs de la PJJ et en même temps stigmatiser les familles qu'on considère comme étant démissionnaires. Voilà. Autrement dit, on est dans une sorte de révolution conservatrice où le statut de l'éducation, tel qu'il avait été construit par les Lumières, tel qu'il était porté en particulier par le Front populaire, Jean Zay, 1936, tel qu'il était porté par le plan Langevin-Wallon, c'est-à-dire par les grands textes fondateurs de notre institution scolaire, tout ça est remis en cause par des gens qui sont à la fois des libéraux sur le plan de l'explosion du système et des autoritaristes sur le plan du fonctionnement du système. Ce double défi est quand même extrêmement compliqué pour nous parce que on a des gens, alors vous les connaissez, écoutez Pascal Praud sur CNews, vous aurez une illustration parfaite de l'idéologie dominante dans ce domaine. On a des gens qui à la fois sont des ultralibéraux, ils ne veulent plus de service public, et en même temps ils veulent de l'ordre, de la sanction, de la répression, et ils pensent que l'éducation c'est plus le bon chemin, que le bon chemin c'est la chasse. Et ça pour moi c'est un défi important,
Alors je vous le dis en toute simplicité et avec beaucoup de modestie, moi je suis souvent très déprimé quand j'entends ça. Parce que tout ce sur quoi j'ai construit mon militantisme, tout ce sur quoi j'ai construit mes engagements, pas simplement mes engagements politiques, mais mes engagements dans l'animation, dans l'enseignement, dans l'éducation populaire, mes engagements associatifs, me semble complètement remis en question par ceux et celles qui ne croient plus au service public et qui ne croient plus à l'éducation. Et pour moi, c'est un défi important. Et face à ce défi, on a besoin de réfléchir, de réagir et de se serrer les coudes. Voilà. J'ai fait récemment, il y a une dizaine de jours, un débat qui est paru dans Le Monde avec un philosophe ultra-libéral qui s'appelle Philippe Nemo. Si vous avez envie de vous référer à ce texte, référez-vous-y. Il est intéressant parce que vous verrez dans la bouche de Philippe Nemo expliquer très clairement et avec beaucoup de sérénité que l'éducation nationale, c'est comme les voitures, que la mise en concurrence, ça permet d'avoir de la meilleure qualité et que tout le monde va profiter finalement de la meilleure qualité. Et vous le verrez, utiliser cet argument. Il faut laisser les parents totalement libres de choisir l'enseignement qu'ils veulent, qu'ils soient communautaristes, élitistes. Les parents, ils savent quel est le bien pour eux, et Philippe Nemo utilise cet argument qui est l'argument de tous les libéraux. Qui, mieux que vous, sait ce qui est bien pour vous? Qui, mieux que vous, sait ce qui est bien pour vous? Donc vous êtes des consommateurs, vous cherchez chacun votre bien individuellement. Arrêtons de vouloir chercher ou travailler à l'élaboration de ce qui pourrait être un bien commun. Il n'y a plus que des intérêts individuels, et c'est la somme de ces intérêts individuels qui fait progresser la société. Moi, je suis inquiet, et le défi qui s'impose à moi aujourd'hui, c'est de savoir si nous autres, alors derrière nous autres, je mets les éducateurs, je mets aussi tous ceux qui ont encore une vision humaniste, qui ne font pas de la répression la clé de route de la société, si nous autres, nous saurons résister et proposer une alternative à ça et ne pas nous laisser entraîner vers cela. Je peux vous paraître un peu pessimiste, excusez-moi, c'est l'âge peut-être, c'est aussi le sentiment réel que j'ai d'un rétropédalage sur des valeurs qui me semblent pourtant devoir rester des valeurs fondamentales. Alors je vais laisser Bruno maintenant prolonger ou contester ce que je viens de dire. Merci. Peut-être c'est parce qu'ils acquiescent sur les défis que tu proposes et qu'ils sont prêts à les relever avec toi. Pour moi, en tout cas, je m'inscris pleinement dans tous les défis que tu viens de présenter. Pendant que tu parlais, je regardais ma feuille, je disais, bon, celui-là c'est fait, bon voilà. Parce qu'en me préparant, je me suis dit, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis sur l'institutionnalisation et l'importance des institutions. Sur la question qui est large, hein, quand on nous a appelé, on nous a dit, bon, quel défi, et bon, la question quand même, c'est le grand angle. Je me suis dit, la première des choses, c'est de réfléchir de là où je suis moi. Et moi, je suis quoi? Prof de PS à l'école, au sein de l'école. Et l'école a une fonction particulière. Tu l'as évoqué, hein, deux grandes dimensions, la question de l'émancipation et la question de l'appropriation de la culture, c'est-à-dire ce qui nous relie les uns les autres. On en parlera justement ce soir aussi, hein, sur cette dimension-là. Et j'ai essayé de me dire, dans l'école, quel défi aujourd'hui nous semble être prioritaire du point de vue de ce qu'on peut, nous, en tant qu'éducateurs, mener. Parce que si on était, par exemple, des médecins, on ne prendrait peut-être pas de la même façon les défis. Dans ces défis-là, bien sûr, je pense qu'il y en a un avec lequel tu es d'accord, tu ne l'as pas évoqué en tant que défi pleinement marqué, mais je pense qu'il rejoint très fortement ce que tu as dit, c'est le défi du féminisme. On vit quand même une société aujourd'hui qui est une société patriarcale, tu as évoqué le concept de patriarcal, on est le résultat d'un mode de fonctionnement de domination masculine, et je pense qu'on ne peut pas imaginer un demain qui ne mette pas la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au cœur de nos préoccupations en tant qu'éducateurs. Et donc pour moi, ça c'est un défi en tant que prof de PS et en tant que, on va dire, fonctionnaire d'État, qui me semble majeur et important pour penser demain, puisqu'on est quand même sur des défis pour penser demain. Le deuxième défi, tu ne l'as pas formulé comme ça, mais j'ai vraiment entendu dans tes mots une question très forte, c'est la question des inégalités. On est aujourd'hui dans des inégalités qui sont croissantes et que vous pouvez percevoir pleinement à Marseille.
Marseille Sud, Marseille Nord. C'est peut-être très simple comme séparation et division géographique et spatiale, mais les inégalités sont marquées et très fortes. Et quand on se pose la question des inégalités, on pourrait dire, bon ben voilà, il y a des inégalités, et puis après. Mais il faut le ramener à ce que nous sommes. Nous sommes quand même tous des êtres humains. On est reliés par une même humanité. Pourquoi les êtres humains n'auraient pas droit à avoir le même accès à la culture et à l'éducation au nom du fait qu'ils seraient nés ou qu'ils grandiraient dans telle ou telle partie de la ville? Et ça pose de vrais problèmes et de vraies questions sur l'idée de comment on va faire humanité et du commun. On ne pourra pas sortir d'une logique de la haine, de la défiance, du mépris de l'autre si on ne garantit pas cet accès à égalité à la culture. Et je voudrais m'arrêter 2 minutes là-dessus parce que je pense qu'au sein de l'école, c'est sans doute un des défis majeurs qu'on doit relever et qu'on a peut-être abandonné. Peut-être que le glissement, c'est un peu comme ça que je l'entends, vers une école de service et plus une école qui institutionnalise un choix de savoir donner qu'on veut qu'une génération s'approprie, contribue à accentuer ces inégalités. Aujourd'hui, et je vais prendre des travaux du CRU local que vous devez connaître. Il y a des sociologues à Aix-Marseille, je fais référence aux travaux de Luigi, travers toute une équipe avec Griffet, qui montrent qu'il y a une inégalité croissante. Ils ont l'inégalité, je ne vais pas vous sortir des chiffres, je pense que vous les connaissez, et sans doute que vos enseignants pourront compléter, et les collègues ici connaissent aussi largement ces travaux-là. Quand on regarde les inégalités, qui sont aujourd'hui celles qui excellent le moins aux pratiques physiques et sportives et artistiques? Ce sont les filles des quartiers populaires. Alors soit on ferme les yeux et on continue à dire c'est pas grave, il y a toute une partie de la population qui n'accède pas à la culture sportive et artistique plus globalement, parce que c'est la même chose du point de vue de l'accès à la danse et aux arts du cirque. Soit on commence à se dire mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'éducateur, prof de PS au sein de l'école? Et moi, il me semble que l'école a un rôle fondamental à jouer, qu'on doit réaffirmer du point de vue de cet accès, car l'école, c'est le lieu de l'étude de la culture. Et ça, on l'oublie trop souvent. L'école est le lieu de l'étude et de l'appropriation de la culture. Alors, pas une appropriation naïve, puisque Philippe Médéric l'a bien dit, hein, on est sur une appropriation qui vise l'émancipation. C'est pas simplement j'apprends et je recrache ce que j'ai appris, c'est j'apprends et j'ai un regard critique sur la culture, j'ai un regard critique sur le monde qui m'entoure. C'est pas une appropriation, on va dire, comme si j'étais quelqu'un de passif par rapport à ce monde qui m'entoure. Il me semble que ça doit être fondamentalement au cœur. Et aujourd'hui, on est dans une école qui est en train de diviser les individus. On nous fait croire que parce que c'est bon, et on le sait soi-disant, hein, puisque l'idéologie libérale laisse croire que finalement la pensée populiste sur l'école, celle qu'on entend au bistrot, en discutant, parce qu'aujourd'hui c'est un peu comme le foot, tout le monde pourrait être entraîneur de l'OM, mais on est aussi tout le monde pourrait être ministre de l'Éducation. Donc finalement tout le monde pense que c'est facile, il suffit de séparer les gens dans les groupes de niveau, et c'est comme ça qu'on va permettre de faire réussir tout le monde. Mais il faut bien mesurer les conséquences. Alors les travaux scientifiques montrent de façon unanime que c'est faux, et que c'est erroné, mais même la ministre elle le reconnaît en disant qu'elle sait très bien que c'est faux, mais que c'est pas grave, ils vont le faire, donc tout va bien à l'égard des mondes. Mais qui plus est, on est dans une école qui est en train de diviser, et non pas une école finalement, et ce sera une de mes critiques que je ferai sur l'école, une école de l'apprendre ensemble, mais une école finalement du vivre ensemble. Pourquoi je critique l'école du vivre ensemble? Je sais que c'est souvent une pensée qui est défendue. Mais l'école du vivre ensemble, c'est l'école de niveau. On vit ensemble dans des classes de niveau, côte à côte, sans rien partager. On ne partage pas les mêmes émotions, on ne partage pas les mêmes passions. On aura, si on est de classe populaire, parce que nous ne nous trompons pas, dans les classes de niveau, quelles sont aujourd'hui, quand on voit les élèves les plus faibles, il y a une très forte corrélation entre classe sociale et niveau scolarité. Donc les plus faibles et les plus fragiles seront dans les classes de niveau en bas, condamnés dès la 6e. Au bout de 3 semaines, on va leur dire tu es en classe faible ou tu es en classe forte. Et on n'est pas du tout dans une école de l'apprendre ensemble. Et il me semble que l'école de l'apprendre ensemble, et non pas du vivre ensemble, est une école qui est un autre projet politique que l'on doit porter, qui est un défi majeur que l'on doit relever, nous, en tant qu'éducateurs. Apprendre ensemble. Alors en EPS, on dira apprendre ensemble les techniques des activités physiques, sportives et artistiques. Et on aura peut-être l'occasion, dans un deuxième temps, de rentrer plus sur les questions de l'éducation physique et sportive. Apprendre ensemble, c'est l'idée de fonder une culture commune, parce que qu'est-ce qui nous relie les uns les autres, si ce n'est pas à un moment donné un imaginaire et un vécu commun. Et donc ce projet politique-là qu'on doit relever, je pense qu'il peut
justement aller contre les conservatismes et finalement laisser la haine et l'ordre être le seul pilote de nos modes de fonctionnement. Alors, peut-être je te laisse réagir avant que je voulais après rentrer plus sur le côté de dire, mais nous, en EPS, qu'est-ce que veut dire une école de l'apprendre ensemble? Concrètement, parce que quand même moi, je suis prof d'EPS, vous pouvez dire, bon, toutes ces grandes envolées du point de vue des défis, comment un prof d'EPS répond à une école de l'apprendre ensemble? Oui, alors très vite pour dire, bon, plein accord, moi j'aime pas du tout l'expression vivre ensemble. On peut vivre ensemble, lobotomisé, sous la coupe d'un gourou charismatique. Hein. On peut vivre ensemble, chacun devant son écran, là, isolés, tous reliés à un gigantesque serveur situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisés. Ça, c'est des manières de vivre ensemble, mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement. L'éducation populaire dont je me sens l'héritier, c'est celle qui a dit très clairement, pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et à l'école, le faire ensemble, c'est l'apprendre ensemble. Et là, je partage totalement ce que vient de dire Bruno. Apprendre ensemble, et il l'a dit aussi très vite, c'est s'imprégner d'une culture qui à la fois libère et unit. À la question qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné, qui est une vraie question, Olivier Reboul disait ce qui libère et ce qui unit, ce qui émancipe et ce qui relie, ce qui permet de se construire soi-même en échappant au déterminisme et au fatalisme, et ce qui permet de créer de la solidarité. Alors juste peut-être une phrase pour les deux, ce qui émancipe. Le mot émancipation, il est piégé. Il est piégé parce qu'il y a toute une partie de la société pour laquelle l'émancipation, c'est la possibilité donnée à quelques dominés de devenir des dominants. Moi, j'ai eu un débat un jour avec quelqu'un qui est devenu après président de la République, qui me disait l'émancipation, c'est de faire sortir un Einstein du 93. Mais non, pour moi, l'émancipation, c'est pas de faire sortir un Einstein du 93, parce que s'il sort du 93, il n'y sera plus, le 93 sera toujours aussi pauvre et toujours dans les mêmes difficultés. Et les inégalités ne seront pas abolies parce qu'on a produit un Einstein en 93. L'émancipation, c'est pas l'inversion de la domination, des dominés qui deviennent des dominants. L'émancipation, c'est la possibilité donnée à chacun de ne pas être enfermé de la vie. Voilà. Ça, c'est notre héritage quand même, et c'est quelque chose de fort. L'émancipation, c'est le contraire de l'essentialisation. L'essentialisation, c'est la réduction de l'individu à ce qu'on en voit, par exemple. C'est le racisme. La réduction de l'individu à son histoire. La réduction de l'individu à ses origines. La réduction de l'individu à ses symptômes. Tiens, Jules est dyslexique. C'est terrible de dire ça. Parce que souvent, quand on dit Jules est dyslexique, le « et », ça veut dire que Jules n'est qu'un dyslexique. Le pédagogue que je suis, il se dit Jules est dyslexique. Ça vaut le coup de savoir que Jules a des troubles de la dyslexie, parce que je vais l'aider, je vais lui apporter une aide spécifique, et encore il faut voir de manière plus précise laquelle et comment. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Jules est un grand amateur de manga, qu'il est excellent goal au foot et qu'il est amoureux d'une fille de la classe. Et quand j'ai dit tout ça, j'ai pas fini de dire qui est Jules. J'ai d'autant moins fini de dire qui est Jules que, pour moi, Jules n'est rien de ce qui est derrière lui. Jules, je dois l'aider de devenir ce qu'il va décider de devenir lui-même. C'est-à-dire, je vais l'aider à sortir de toutes les formes d'enfermement et d'essentialisation. Notre société, elle essentialise, elle catégorise, elle met des étiquettes en permanence sur les gens. Ça, c'est le contraire de l'émancipation. L'émancipation, c'est le refus des étiquettes, c'est le refus de l'enfermement. Ça ne veut pas dire que je ne repère pas que lui a des problèmes. Ça veut dire que je ne réduis pas le sujet à ses problèmes. Donc l'émancipation, c'est la possibilité pour chacun d'assumer ce qu'il a fait, mais de se faire. C'est Jean-Paul Sartre à qui on demandait un jour qu'est-ce qu'éduquer, qui répondait, je ne suis pas un sartrien convaincu, mais je trouve la formule est très belle. Il dit éduquer, c'est dire à quelqu'un qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'a fait. Tu es fait, nous sommes faits. Hein. Moi je suis fait, je suis né en 1949 de parents qui étaient ceci, cela, je suis pour rien. Je suis fait par mon milieu, j'ai eu une culture donnée. Mais la question de l'éducateur, c'est pas de respecter une différence héritée, c'est de donner à l'autre la possibilité de construire une différence assumée. Et donc de choisir, de se faire œuvre de lui-même et de choisir sa vie. Et ça me paraît très essentiel, et ça me paraît une des missions fondamentales trop oubliées de l'école, qui
en utilisant souvent ce que mon collègue Terrail appelle un paradigme déficitariste, enferme les individus dans leur déficit. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Au lieu de chercher à leur ouvrir des horizons, à ouvrir des portes, à donner des perspectives nouvelles, on referme, on catégorise. Et parfois, on enferme dans une sorte de complicité des fatalismes. Moi, je suis très frappé de la complicité des fatalismes. Vous savez, quand j'étais à l'école, on ne le fait plus maintenant, mais il arrivait que l'institut dise à un élève « t'es un cancre ». Fort heureusement, il n'y a plus d'institut qui dit à un élève « t'es un cancre », mais c'était pratique à la fois pour l'institut que pour l'élève. Parce que quand l'institut dit à l'élève « t'es un cancre », il n'a plus besoin de chercher des moyens pour le faire progresser. Et quand l'élève pense qu'il est un cancre, il n'a plus besoin de faire des efforts pour progresser. On dit qu'il y a une complicité entre le fatalisme de l'enseignant et le fatalisme de l'élève. Au fond, on s'accorde pour rester dans un espèce de statu quo. Eh bien, l'émancipation, c'est le refus de la complicité des fatalismes. Fatalismes sociaux, fatalisme, mais y compris fatalisme des prédispositions. Aujourd'hui, moi, je suis très intéressé par tous ces disques qui apparaissent là. Bon, alors, on pourrait en discuter en détail. Qu'est-ce que c'est que la dyspraxie? Qu'est-ce que c'est que la dyscalculie, etc., etc. Bon. Qu'est-ce que c'est que le TDAH? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que ça vaut les tests de commerce qui mesurent le TDAH? On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais on voit bien cette multiplicité qui arrive. Vers la réduction des individus à ça, cette espèce de catégorisation me paraît très problématique. Elle met en cause le deuxième volet qui est l'unité. Une école, c'est un lieu où des gens arrivent avec des cultures différentes pour partager les mêmes savoirs, pour partager ce qui unit, c'est-à-dire ce qui fait société. Et ça, c'est un enjeu majeur. Alors, nous nous retrouvons avec Bruno dans l'idée que ces savoirs n'ont de sens que s'ils font culture. Bon. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fossiles ou des savoir-faire stéréotypés qu'on transmet comme on programmerait des robots. Ce sont des savoirs qui font culture parce qu'ils font sens, ils s'inscrivent dans l'histoire des humains pour leur émancipation et ils relient les humains entre eux. Alors moi, je ne suis pas capable de dire comment ça se passe à l'EPS. Moi, j'ai été enseignant de collège en français, en lycée professionnel aussi. Je peux dire qu'est-ce que ça veut dire faire culture dans la discipline. Mais je suis sûr que pour vous, ça veut dire aussi quelque chose. Et là, je vais laisser Bruno avancer sur ce chemin. Merci. La question est très facile, du coup. Qu'est-ce qui fait culture en éducation physique et sportive? Alors, tu parlais d'émancipation, bien sûr. Je pense que aussi en tant que syndicaliste, en tant que quelqu'un qui porte un projet de société, ça résonne. Tu parlais de Terrail, et Terrail disait aussi finalement l'émancipation, c'est sortir de soi. Et on doit se poser la question en éducation physique et sportive, qu'est-ce qui permet de sortir de soi? Qu'est-ce qui permet de sortir de soi et de faire grandir en humanité? J'aime bien le titre du livre que tu as fait avec Abdelnour Bidar sur la question de comment on fait pour apprendre à grandir en humanité. Et dans votre propos, vous mettez la culture au cœur de cette question-là. Sortir de soi en éducation physique et sportive, je pense ça pose la question, et peut-être qu'on a eu un glissement très fort sur le comment, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire les stratégies pour sortir de soi, puisqu'il y a une espèce de double question dans la question de l'émancipation, hein, et il y a la question du quoi apprendre. Et aujourd'hui, dans notre discipline, on a laissé glisser finalement cette question du quoi, un peu trop à mon sens. Qu'est-ce qui va permettre aux élèves de partager de fondamentalement humain qui va leur permettre de se relier les uns aux autres? On a aujourd'hui quand même en France une chance incroyable. 4 heures d'éducation physique et sportive en 6e, 3 heures sur les autres heures de la scolarité, 2 heures en lycée. Vous savez que c'est un combat où nous on essaie d'avoir 4 heures pour tout le monde. Si on compare aux autres pays européens, ils ont 1 heure. Qu'est-ce que vous voulez qu'en 1 heure, ils puissent se dire en termes d'apprendre ensemble pour faire humanité? Alors, ils ont trouvé une solution. Ils disent, on va leur permettre de progresser un petit peu et on va laisser ça en dehors de l'école. Il faut gérer sa vie physique en dehors. Faire culture en dehors. Mais attendez, faire culture en dehors, c'est une seule chose, c'est accentuer les inégalités. C'est le temps obligatoire de tous et toutes qui va obliger les étudiants, les élèves, à se plonger dans la diversité culturelle. Et cette chance-là, nous, en France, on ne s'en saisit sans doute pas assez en disant remettons au cœur la culture des activités physiques, sportives et artistiques. Remettons au cœur la question de savoir nager. Remettons au cœur l'idée de savoir regarder le monde à l'envers.
et d'être capable de se mettre en équilibre sur le monde, d'exprimer sa sensibilité et son imaginaire dans les activités artistiques, de pouvoir marquer un panier en basket, de marquer en handball, remettant au cœur l'idée de dire que je vais faire un exploit parce que je vais conquérir un sommet en étant au sommet d'une voie, d'un mur d'escalade peut-être qui fait 8 mètres. Ce que je veux dire un peu par ces formulations poétiques, on va dire, bon là tu exagères, tu pousses le... Mais c'est l'idée qu'on sous-estime la puissance des savoirs que l'on est capable de faire vivre à condition qu'on les mette en culture. Si on les vide de leur filiation culturelle et qu'on en fait oh mais il faut juste que tu saches faire 3 pas, bon, c'est sûr, là on ne va pas faire vibrer une classe. Remettons-le en culture et on a, je pense aujourd'hui, une discipline qui peut permettre, et c'est peut-être ça, Philippe, par rapport à ta question, qui peut faire qu'on va se faire grandir les uns les autres en humanité, à nous unir, parce qu'on va vivre, à condition bien sûr que l'on se respecte, qu'il y ait un temps de tolérance, qu'on valorise les réussites, qu'on permet de travailler sur l'échec, vivre avec d'autres de ses camarades, apprendre ensemble des dimensions culturelles qui sont constitutives de la culture des activités physiques, sportives et artistiques. Merci. Est-ce que... On peut faire un petit break? Oui, c'est ce que nous allions proposer. Étape, qui a des questions à poser sur Des réactions, des témoignages ou des contestations. des désaccords? D'accord. Puisqu'on parle des enjeux de l'EPS, ne pensez-vous pas que l'enjeu principal de l'EPS se trouve à l'école primaire? Parce que moi, il me semble, en tant qu'ancien instituteur puis professeur d'EPS, que commencer à s'occuper de l'EPS des enfants en 6e, c'est extrêmement tard. Et j'aurais aimé une plus grande action des syndicats de l'EPS vers la mise en place réelle d'une EPS dès la maternelle. Non, mais, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Dans ce qu'on propose nous aujourd'hui, c'est 4 heures pour l'ensemble de la scolarité. Ça vient choquer un peu un certain nombre de nos collègues de l'école primaire, parce que si on dit 4 heures sur toute la scolarité, ça veut dire qu'on doit faire le programme du secondaire aussi, hein, parce qu'ils nous disent, mais ça veut dire que vous voulez supprimer des horaires d'autres disciplines. Non, on dit non. Simultanément, il faut penser une augmentation du temps scolaire. Parce que ce qui est étrange et curieux, ce qui porte souvent la réduction du temps scolaire, ce sont les mêmes qui, dès que l'école est finie, ils les amènent à l'école de musique, puis après à l'école de sport, puis après à l'école d'art, puis après à l'école de tout ce que vous voulez. Donc finalement, on a une société, souvent des classes moyennes et supérieures, où leurs enfants sont en permanence dans des institutions encadrées et éduquées, pendant que d'autres sont livrés à eux-mêmes. C'est pas vrai que l'école des pays étrangers qui finissent à 13h est une école où les enfants vont faire plus d'activités l'après-midi. Quand on regarde qui fait les activités l'après-midi, ce sont les mêmes. Ce sont ceux dont les parents sont plutôt de classe favorisée et qui vont les accompagner dans des activités diverses. Alors oui, on doit continuer à porter cette question-là du temps d'éducation physique et sportive et pas du temps de 30 minutes de bouger. Parce que c'est catastrophique. Aujourd'hui, on a laissé rentrer au sein de l'école les 30 minutes de bouger. Et ça vient brouiller, je reviens par rapport à la question qu'on avait au départ, le sens même de l'école. L'école, c'est pas un lieu pour bouger, on doit être à l'école pour apprendre. Qu'il y ait des moments où on bouge, ok, mais le cœur même de notre travail à nous, on n'est pas là pour juste faire bouger les élèves. Éventuellement, on peut leur apprendre à bouger, et alors pourquoi faire des contours et ne pas dire plutôt faire de l'éducation physique et sportive? Donc moi, je rejoins tout à fait cette idée que, oui, il faut bien entendu continuer à se battre pour demander plus de temps à l'école primaire et à l'école secondaire. Alors après, sur le comment, il y a du débat. Et on voit dans le monde qu'il y a certains qui disent qu'il faut plus de profs de BS. Par exemple, c'est en Italie, ils ont mis des spécialistes. Il faudra qu'on regarde ce que ça produit, est-ce que ça augmente ou pas. Et d'autres qui disent, ayons parmi les enseignants généralistes un enseignant qui soit un peu plus à valence spécifique éducation physique et sportive. Et on sait qu'en stats, il y en a beaucoup qui ensuite bifurquent vers l'enseignement généraliste.
On pourrait très bien s'appuyer sur ces étudiants STAPS, il y en aura peut-être dans la salle, qui deviendront professeurs des écoles, et alors vous pourrez être au cœur même de cette question-là et devenir finalement enseignant généraliste référent pour développer l'éducation physique et sportive et faire soit des échanges de services, soit de l'accompagnement, soit de la co-animation, ou après imaginer avec le pouvoir. Bien, mon plein accord sur ce point. Un des dangers majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe dans les pays comme les États-Unis par exemple, c'est l'externalisation du sportif et de l'artistique. C'est-à-dire que les standards internationaux, PISA en particulier, mais pas seulement, il y en a des tas d'autres, mesurent un certain nombre de savoirs stéréotypés, quantifiables, comparables, et qui permettent de stimuler la concurrence. Il y a des gens qui croient que l'OCDE qui fait PISA, c'est un peu l'UNICEF ou l'UNESCO, ça n'a rien à voir. L'OCDE, c'est pas un organisme de défenseur des droits de l'enfant, c'est un organisme de la commercialisation de l'éducation. Ça n'a rien à voir. Mais l'impérialisme progressif de tous ces systèmes de tests aboutit à ce que nos collègues américains appellent aujourd'hui, et ce contre quoi ils se battent, the teaching by the test, c'est-à-dire qu'on n'enseigne plus que ce qui est évalué par les tests internationaux. Et donc on externalise à l'extérieur de l'école, progressivement, tout ce qui n'est pas standardisable et évaluable par des QC1. Donc l'éducation artistique, l'éducation physique. Et ça me paraît dramatique, parce que c'est le renvoi aux inégalités, terrible. Et puis c'est aussi une école qui se rétrécit sur des savoirs qui ne sont pas culturels pour le coup, qui sont des savoir-faire stéréotypés, et qui ne prend pas la dimension culturelle qu'elle doit avoir, et qui est, elle, totalement émancipatrice, alors que les savoirs stéréotypés ne sont en rien émancipateurs, ils sont tout au plus empiriquement utilisables rapidement, et ils permettent de fabriquer des gens dont l'employabilité sera attestée. Voilà. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il faut se battre pour introduire l'éducation physique sportive et l'éducation artistique tout au long de la scolarité et d'une manière forte, insistante, parce que c'est l'enjeu fondamental dans la conquête de l'égalité dont Bruno parlait tout à l'heure. Il y a des questions? Entre le apprendre oui mais comment et le apprendre oui mais quoi, à l'heure actuelle il n'y a pas une tension, il dérive vers le comment qui se supplée au quoi, et finalement ce comment qui ne ferait pas assez de comment et... Donc, j'étais en train de dire, je trouve que c'est vraiment bien organisé parce que c'est un sujet dont on a parlé ensemble et qu'on n'a pas pu aborder encore. Donc, merci beaucoup pour la question, ça tombe très bien. Je crois qu'on se rejoint, mais je te laisserai après la parole, sur un peu un regard critique qu'il y a aujourd'hui sur la tendance, le comment, c'est-à-dire les soft skills. Et on parlait aujourd'hui, vous savez qu'il y a des mots anglais comme ça qui apparaissent. Chez nous, on parle de compétences méthodologiques et sociales. Les soft skills, globalement, c'est ça. On a aujourd'hui... Les compétences psychosociales. Psychosociales, voilà. On a aujourd'hui une école du bien-être, pour aller vite. Une école où, finalement, la question de comment je vais m'y prendre, c'est pas qu'on réfute, je l'ai dit tout à l'heure, un lieu de tolérance, un lieu où on propose des temps d'études où il y a l'égalité qui est là. C'est que ce qui est mis en avant est presque mis en opposition. C'est la surdimension de l'ensemble de ces compétences sociales, du comment, du soft skill, et finalement ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est une discipline de service. L'éducation physique et sportive devrait contribuer surtout à développer ces compétences d'ordre général, et on en oublie finalement ce qui est constitutif de notre discipline, c'est-à-dire pourquoi elle est au sein de l'école, qu'est-ce que j'ai à étudier de spécifique au sein de l'école, c'est-à-dire l'étude de la culture qui marque la discipline. Vous n'avez pas vu les mathématiques relier l'algèbre et l'ensemble des dimensions fondamentales, où en littérature on mettrait de côté complètement la littérature pour dire non, peu importe la culture, l'essentiel c'est que vous ayez ces soft skills. Et là où c'est encore plus marqué, c'est qu'au plus on monte dans les catégories sociales, au plus finalement la culture vient au cœur
Et on continue à pousser un certain nombre d'étudiants et d'élèves sur l'importance de s'approprier les œuvres, d'avoir des connaissances importantes en mathématiques. Vous connaissez, vous, aujourd'hui, des classes défavorisées qui ne savent pas jouer un instrument de musique, favorisés qui ne font pas du sport. Ils ont très bien compris. La grande bourgeoisie a très bien compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas les soft skills qui, d'ailleurs, ne peuvent s'acquérir que parce qu'elles sont accolées et accrochées de la culture. Donc, effectivement, il y a une tension profonde aujourd'hui où on est en train de vider les disciplines scolaires du quoi, de l'objet d'étude, ce qui nous unit, la culture, et pour nous, en tout cas, les activités physiques et sportives, les techniques qui s'étudient, au détriment de compétences plus sociales qui deviendraient majoritaires. Et je pense que ça traduit, finalement, on en abordera tout à l'heure, ça traduit finalement un déficit, une perte des enseignants sur l'enjeu de transformer, de sortir les individus de ce qu'ils sont capables de faire. C'est bien plus facile de dire à quelqu'un, eh bien, tu vas être un bon arbitre et tu vas gérer globalement un certain nombre de compétences sociales, mais on ne le fait pas sortir de lui-même en l'obligeant à s'approprier, et par exemple en réalisant une chorégraphie de 2 minutes de danse où il va devoir traiter une thématique. Vous voyez bien que c'est quand même pas le même enjeu du point de vue du rapport à la culture. Donc, il y a vraiment à retrouver un équilibre entre cette surdimension du comment qui tend peu à peu à se découper, moi je dirais, de la question du quoi et des savoirs et qui donc perd de sa pertinence, de son importance. Alors, peut-être avons-nous sur ce point une différence, non pas de point de vue, mais de sensibilité. Moi, je crois que les contenus de savoir sont fondamentaux. Je crois qu'il n'y a pas de compétences adisciplinaires. Il y a des compétences interdisciplinaires, mais pas adisciplinaires. C'est-à-dire qu'on peut retrouver une même compétence sur un point précis à l'histoire-géographie, en français, parce qu'on est dans l'argumentation et la construction de nos textes argumentatifs, mais elles sont disciplinaires, elles sont mais disciplinaires. C'est-à-dire elles travaillent sur un contenu. Toutes les compétences sont disciplinaires. Il n'y a pas pour moi de compétences adisciplinaires. Vous savez, je cite parfois la phrase de Kant, l'alouette, quand dans son libre vol, elle sent la résistance de l'air, elle pourrait s'imaginer qu'elle volerait mieux dans le vide. Bon. Eh bien, c'est un peu ça, les soft skills. C'est des gens qui pensent que, parce que c'est difficile, la culture mathématique, l'algèbre, parce que c'est difficile, l'escalade, etc., on va acquérir des choses qui sont vides de tout contenu. Mais ça n'existe pas. C'est une espèce d'illusion. Et d'ailleurs, quand on travaille sur ces fameuses compétences adisciplinaires, on s'aperçoit qu'elles le sont. C'est de nouvelles disciplines qui sont là derrière. C'est le management. C'est la manière de diriger les humains en les manipulant. C'est toute l'idéologie dite du développement personnel qui est là, qui s'infiltre. Vous avez peut-être pas ça ici à Marseille, mais nous à Lyon, quand on entre dans une librairie, il n'y a plus de pédagogie. Il n'y a que du développement personnel. Le truc j'élève mon enfant avec les accords Toltec, ou bien je maigris donc je suis, ou bien soyez heureux avec la tisane, enfin vous connaissez tout ça mieux que moi. Donc ces soft skills là, elles sont pénétrées de toute une série de contenus qu'il faudrait réinterroger, qui sont d'ailleurs le plus souvent des contenus discutables au plan scientifique. Et on pourrait les réinterroger. Donc oui, moi je crois qu'il n'y a pas de compétences sans contenu. On n'apprend pas à apprendre en n'apprenant rien. Voilà. Pour apprendre à apprendre, il faut apprendre quelque chose. Et ce quelque chose, il a une réalité contraignante. C'est-à-dire qui fait que je l'apprends d'une certaine manière. Je ne vais pas apprendre à décrypter une carte de géographie de la même manière que j'apprends à lire un poème. C'est pas pareil. Voilà. Donc oui, la culture est au cœur de tout cela, et il faut, me semble-t-il, toujours réaffirmer cela, et le réaffirmer contre ceux, et c'est là où je, non pas diverge, mais peut-être une différence, contre des accusations injustes. Je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont vu dans les compétences transversales une occasion de valoriser le métier, de former la personnalité, etc., mais qui n'ont pas abandonné les contenus. Et on a eu des attaques que je trouve injustifiées, souvent très excessives, contre ce qu'on appelle le pédagogisme,
qui, me semble-t-il, n'est pas aussi dominant que ça dans l'institution. Il y a en réalité très peu de professeurs qui ont abandonné les contenus. Bon voilà, mais ce point-là, c'est peut-être un point qui renvoie plus à l'actualité et au débat entre intellectuels. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, qu'il n'y a pas d'apprentissage sans contenu, et que les contenus, pour faire sens, ne sont pas de simples savoir-faire, qu'ils s'inscrivent dans une culture et que cette culture leur donne précisément la possibilité de faire sens et de se relier aux autres, de relier aux autres. Une fois qu'on a dit ça, on a encore toute légitimité à poser la question du comment, quand même. Et l'affirmation de ça ne nous exonère pas de la question du comment. Et le fait d'assumer le quoi, après, le comment, il reste entier. C'est-à-dire, la didactique, elle a sa place, elle fait son travail, et puis la réflexion pédagogique aussi, et puis la recherche dans ces domaines aussi. Et je pense que sur cette question du comment, alors pas un EPS où vous avez des années-lumière d'avance, mais dans la plupart des disciplines, on est encore dans la pensée magique. C'est-à-dire, on est encore dans l'idée qu'il suffit d'enseigner pour que les élèves apprennent. Voilà. Ça, c'est de la pensée magique. C'est de la pensée religieuse, du catéchisme. Voilà. Le curé, il a reçu les sacrements au début de sa carrière, et toute sa vie, même s'il ne se forme pas, il pourra donner les sacrements. Il peut coucher avec la bonne, ça n'a pas d'importance, les sacrements restent bons, ils restent valables. Je parle de la théologie catholique traditionnelle. Eh bien, c'est la position de l'agrégé. Voilà. L'agrégé qui... je ne suis pas contre l'agrégation, hein, mais c'est l'agrégé que... C'est le texte de Bachelard sur les agrégés qui dit qu'ils sont comme les célibataires qui ont transformé leur conviction en habitude, voilà, et que à partir d'un certain moment, ils ont reçu une espèce de sacrement qui fait qu'ils n'ont plus besoin ni de se former, ni de se mettre à jour, ni de faire quoi que ce soit. Ils font la même chose toute leur carrière. Ça, c'est quand même une illusion qui plombe l'institution scolaire. L'idée qu'il suffit d'enseigner pour que les élèves apprennent. Et par rapport à cette institution, alors, vous avez fait des progrès colossaux, mais il y a des tas de disciplines qui n'ont pas fait ces progrès-là. Et ces progrès, à la fois, les autres disciplines, vous les enviez et vous les critiquez. Parce que moi, j'étais dans des salles des profs, où on me disait, ouais, les profs de gym, c'est tous des intellos, ils veulent expier leurs muscles, alors ils nous font des trucs vachement sophistiqués, mais nous, on ne va pas les suivre sur ce domaine-là. Tu connais ce discours-là, on entend encore. Parce que on a beaucoup de professeurs de discipline qui n'ont pas fait le chemin que vous avez fait. Et je crois que, à cet égard, c'est pas pour vous passer de la pommade, mais vous avez un rôle d'éducateur parmi les éducateurs. Là, il y a une célèbre phrase de Marx qui éduquera les éducateurs. Eh bien, qui éduquera les professeurs de philosophie? Peut-être les professeurs de PS. Voilà. Il faudra encore que les professeurs de philosophie se laissent éduquer par les professeurs de PS. C'est pas gagné. Enfin, c'est une perspective que je caresse. Oui. J'ai entendu un petit mot qui me plaît beaucoup dans mon travail de tous les jours. Moi, je suis prof de PS. C'est la didactique pour faire face aux défis d'aujourd'hui, notamment dans l'émancipation de mes élèves et l'appropriation des contenus et de la culture. Pourquoi cette soirée, elle ne s'appelle pas « Quelle didactique pour faire face aux défis d'aujourd'hui » ? Il faut déposer la question aux organisateurs, parce que nous, on répond aux questions qu'on nous pose. Mais moi, je trouve que la didactique, finalement, c'est une réponse au défi. En soi, la didactique, on peut faire le tout et son contraire. Donc, je dirais que peut-être que par rapport à l'une des originalités de notre discipline, mais quand j'observe aussi ce que je représente pour le syndicat des profs de PS au niveau européen, donc je côtoie pas mal de profs de PS en Europe, je dirais que l'une de nos originalités, c'est la didactique. Parce qu'on a regardé autrement l'activité sportive. Non pas comme quelque chose, peut-être de la pensée magique, qui s'apprendrait simplement en la faisant, en la proposant, avec des méthodes que aujourd'hui tout le monde connaît et qu'on critique, c'est-à-dire techniciste, du découpage, même si on retrouve encore pas mal de ce type de mode de fonctionnement quand on regarde des collègues travailler. Bon, on peut se poser des questions, mais
Toujours est-il que ça dépend à quel moment du cours, bien sûr. Mais pour moi, je dirais que l'une de nos originalités, de nos forces, c'est ce travail-là qu'on a pu faire sur la didactique, c'est-à-dire la réflexion, et justement on l'abordera en deuxième partie de soirée, dans le comment, la réflexion qu'on peut avoir et l'analyse qu'on peut avoir de la culture sportive et artistique qu'on a aujourd'hui. Comment, en regardant aujourd'hui la culture, on va l'élémentariser, la travailler pour qu'on puisse s'approprier en 12 heures, parce que globalement, quand on étudie une activité, des fois, on n'a pas beaucoup de séances, 20 heures dans le meilleur des cas. Si on peut avoir 24, 26 heures, là, ça commence à être intéressant. Et quand on a 10 séances de 2 heures, 10 séances de 2 heures, une classe hétérogène de 24 à 30 élèves, si on n'a pas l'outil didactique pour penser finalement cette accélération des apprentissages de la culture, alors effectivement, la question des défis qu'on a évoqués me semble être complètement un doux rêve, impossible à mettre en œuvre. Donc, je vais me dire que ce que tu dis, la didactique, c'est une réponse à la question qui nous a été posée aujourd'hui. Oui, moi, je ne saurais pas trop répondre à cette question. D'abord, si ça avait été quelle didactique pour faire face aux défis d'aujourd'hui à l'EPS, bien sûr, je ne serais pas venu. Parce que moi, je suis totalement incompétent en didactique de l'EPS. Il y a un certain nombre de chercheurs, je pense à mon collègue Jean Housset, qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre la didactique et la pédagogie. C'est la même chose. Que c'est une question de sensibilité, de vocabulaire, que globalement, c'est pareil. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait sur cette position. Je pense que la didactique a une pleine légitimité. Et dans ma discipline, j'ai travaillé sur la didactique et je respecte considérablement les collègues qui ont travaillé sur la didactique avec moi. Mais je pense que la pédagogie, c'est le moyen, alors on va dire, de faire un aller-retour permanent entre les finalités et les modalités. Je pense qu'un des dangers de la didactique, alors je parle pour ma discipline, celle que je connais, c'est de s'enfermer dans les modalités, c'est-à-dire s'enfermer dans le comment quand même, et d'oublier les finalités, de ne pas réinterroger suffisamment les modalités à travers les finalités. C'est-à-dire, on a parlé d'émancipation, on a parlé de culture, on va parler de construction du collectif, on va parler de coopération, on va parler d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut se contenter là-dessus d'une déclinaison didactique ou est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps prendre un peu de recul, s'inscrire aussi dans une histoire, parce que la didactique est récente, la pédagogie beaucoup plus ancienne. Bon, d'une certaine manière, un certain nombre de pédagogues nous apprennent des choses. Moi, je pense que Jacques Cotto, Makarenko, Freinet n'étaient pas des didacticiens, mais qu'ils ne sont pas à jeter à la poubelle, qu'ils nous ont ouvert des voies, qu'ils ont attiré notre attention sur des points. Un point très important, moi, que j'ai appris des pédagogues, et qui n'est pas beaucoup travaillé par la didactique dans ma discipline, c'est la question que posait Bruno tout à l'heure quand il disait le bon arbitre, on va le laisser faire arbitre au lieu de lui faire autre chose qui lui permettrait de se dépasser et d'aller vers des horizons nouveaux. Ça, c'est pas de la didactique, cette question, quand même, si on la prend telle que tu viens de la poser. C'est plutôt, pour moi, une question de pédagogie. Moi, mes premiers travaux ont porté sur l'interaction sociale entre pairs dans les petits groupes d'élèves. Donc, moi, j'ai commencé par travailler en observant des élèves dans ma discipline qui faisaient des textes en commun, 3, 4, 5, qui faisaient des panneaux, etc. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé que dans 9 cas sur 10, eh bien, quand on demandait à 5 élèves de 6e de faire un panneau sur un pays d'Afrique ou sur un papillon, ce qui se passe, c'est toujours pareil. Il y a celui qui écrit, qui sait écrire, et il écrit bien, il corrige les fautes des autres. Il y a celui qui sait dessiner, qui dessine. Il y a celui qui a des images chez lui, qui les apporte. Et il y a celui qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas dessiner, qui n'a pas d'image chez lui, et qui fait rien. Et heureusement qu'il fait rien, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Si on lui demandait de faire des dessins, le panneau ne pourrait pas le mettre à la fête de l'école. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que des collègues qui prônaient une pédagogie de la coopération et qui prétendaient militer pour l'égalité mettaient en place des dispositifs qui engendraient et creusaient des inégalités. Et donc, pour moi, ça a été le point de départ de mes travaux. Et pour moi, cette question-là, elle n'appartient pas à une didactique, elle n'appartient pas à la didactique des mathématiques ou à la didactique de l'EPS ou à la didactique de... Elle est pédagogique. C'est la question de enfermement ou ouverture. Et c'est la gestion de cela qui est compliquée quand même. Parce que vous mettez en
ensemble des gens, et un EPS, vous avez ce problème en permanence. Un travail de groupe, 9 fois sur 10, c'est quoi? C'est en 5 minutes, une répartition des tâches entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Vous savez, ça marche toujours comme ça. Parce que moi, après avoir étudié des groupes d'élèves, j'ai étudié des groupes de syndicalistes au travail. Et bien, chez les syndicalistes au travail, vous en mettez 5 dans une salle, au bout de 5 minutes, il y a un concepteur, c'est en général un homme, des exécutantes, voilà, un chômeur qui fait rien, et un gêneur qu'on essaye de refiler au groupe d'à côté. Et ça, vous l'avez tout le temps. Et ça renvoie quand même à des questions qui sont des questions qui, pour moi, alors, je dis, sont des questions pédagogiques. Voilà. Et il me semble qu'à cet égard, il y a une légitimité de travaux et de recherche pédagogique à l'interface de la philosophie de l'éducation, de la psychologie cognitive, des didactiques, qui peut éclairer certaines problématiques sans résoudre tous les problèmes et sans surtout jamais prétendre pouvoir exonérer les gens du travail didactique. Si, j'ai observé l'équivalent, mais pratiquement. Non, mais c'est pas très grave quand c'est des adultes, parce que les adultes ne sont pas en formation. C'est très grave chez les enfants. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'un enfant qui adopte une posture de chômeur quand il s'agit de coller des gommettes en maternelle, il va l'adopter ensuite quand il sera en 3e, parce qu'il va s'enquister dans cette posture sociale qui fait qu'il a intériorisé le fait que s'il participe, il pénalise son collectif. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai été exclu à l'éducation physique. Moi, j'ai été exclu parce que mon prof de gym, on appelait prof de gym à l'époque, considérait que s'il me mettait dans une équipe, je pénalisais mon équipe. Parce que j'étais pas très bon. Voilà. Et donc, on m'a exclu. J'étais au bord du terrain. J'étais jamais dessus, parce que j'étais un mauvais élève. Voilà. Eh bien, une éducation physique qui exclut les mauvais élèves parce qu'ils pénalisent leurs équipes, c'est pas pédagogiquement pour moi l'éducation physique à laquelle j'aspire. Alors, peut-être je vais reprendre un peu la question à partir de là on a fini, c'est-à-dire sur une articulation du quoi et du comment. C'est-à-dire un quoi, bien sûr, mais un comment, je le dirais comme ça, peut-être qui ne va pas affaiblir le quoi. Parce que c'est peut-être là-dessus que moi je vais essayer de tenir les deux bouts simultanément, donc avec une vraie articulation des deux. Apprendre ensemble des techniques pour réduire les inégalités. C'est ça que je vais essayer de vous démontrer. Comment on peut apprendre ensemble des techniques pour réduire les inégalités. Et donc, je vais vous partager un choix professionnel qui se discute totalement en handball. Qui, alors là, c'est une proposition de collègues. Donc là, après, le débat est plus ouvert et la dispute est la bienvenue parce que je pense qu'elle est fondamentale pour notre discipline. Et puis d'abord, moi j'y ai évolué. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que demain je ne le dirai plus. Et heureusement d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces de dispute professionnels qui ne sont pas des attaques personnelles, des disputes au sens de comment je m'y prends. Et sur l'idée des choix que je fais, alors c'est pas une coquetterie de langage, sur l'idée que les règles, c'est pas une liste d'interdits. Je sais qu'ici, la culture locale, j'ai fait mes études ici, c'était tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Moi, je discute cette façon d'affirmer les choses, et je dis que les règles sont pas une liste d'interdits, mais plutôt des pouvoirs qu'on donne aux élèves. Et c'est placer l'élève dans une situation complètement différente du point de vue de son vécu, parce que on va lui permettre d'explorer les limites et la créativité que lui donnent les règles, et non pas le faire penser au sein d'un ensemble d'interdits. Par rapport à la société dont on parlait, sur les enjeux démocratiques et sur la grande question qu'on avait au départ sur les défis, il me semble qu'on construit un autre type de citoyen qui pense les règles comme un pouvoir d'agir. Alors je suis maintenant plutôt pragmatique, puisque la question c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que j'ai mes élèves avec un handball. Donc on va être globalement 2 constats sur les profs de PS quand ils font des cours de handball. Premier constat, on constate qu'ils ont énormément de difficultés pour aller tirer sur une situation de tir favorable. Alors, on ne va pas jouer sur les mots, on est tous profs de PS, après on pouvait définir des bacs favorables, ça veut dire quoi, etc. Mais globalement, il n'y a pas de tout. Voilà, en termes de sport. Deuxième constat, c'est qu'on constate qu'il y a de vraies difficultés physiques, on peut le mettre du côté de la sédentarité, mais y compris de maîtrise technique. Alors c'est le tir à bras cassés. Combien d'élèves aujourd'hui tirent à bras cassés? Sur l'enchaînement course, tir, alors dribble, course, stop, tir, 3 pas, alors là, waouh, déjà, on est sûr. Et je dirais, je suis incapable de vous dire plus ou moins à travers le temps, mais en tout cas, ces 2 constats-là professionnels
on peut les discuter aussi, mais moi je les constate très souvent, et ça commence à faire quelques années quand même, que j'enseigne le handball avec les élèves. Alors, face à ça, il faut le remettre dans la question de quelle est la fonction de l'école, face à ces deux constats. Qu'est-ce que je fais, moi, par rapport au constat, et à la question, bien sûr, des défis, parce qu'on est dans une soirée où on veut quand même affronter des défis cruciaux, dont celui de la question des inégalités, du point de vue de la maîtrise de la culture. Et donc, moi, j'ai cherché à faire vivre une vraie tranche de vie de la culture. Je reprends l'expression de Maurice Porte, une vraie tranche de vie de culture en bas, c'est un peu comme une pizza, si vous voulez, où globalement, tout serait dans la part que vous avez à manger. Si on prend une margarita, il faut que la totalité de la culture soit dans la part que vous allez manger. C'est pas, attends, tu verras, à la fin de la pizza, tu auras goûté toute la pizza. Non, c'est la totalité de la culture dans ce petit bout qu'ils vont partager avec moi. Et je vous disais, 12 séances de 2 heures, moi je plaide pour plus, et en l'occurrence, très souvent, on est découpé comme ça. Ce moment-là doit être fondamental pour eux, dans le vécu qu'ils vont avoir. Et je crois que c'est un peu pareil pour vous. Les profs vous avez en STAPS se posent exactement la même question, puisque dans les unités qui vous ont fait vivre, il fallait qu'ils nous fassent découvrir cette tranche de vie de la culture. Alors, pour créer une transformation radicale, j'ai réfléchi, et la solution que j'ai trouvée, et que je partage avec vous, c'est que j'ai réduit la difficulté et j'ai supprimé le bruit. J'ai repris ça, c'est pas moi qui ai inventé tout seul. Dans mon gymnase, j'ai lu, j'ai travaillé, discuté, débattu avec d'autres collègues. Et c'est l'idée de faire un handball de course. Le handball, on peut courir avec la balle. Donc dans un espace de jeu où donc la règle permet de courir, et donc j'ai le droit de courir jusqu'au bout de la limite. Et quelle va être cette limite? Et c'est là où on va explorer avec les élèves la limite de l'égalité du jeu. Parce que vous pensez bien que si je peux courir avec la balle et tirer, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'il va y avoir beaucoup de buts. Et donc la question de l'égalité dans le jeu qui est fondamental, les jeux d'opposition, coopération, que ce soit les sports collectifs, va être questionné. Le jeu va devenir complètement incolore, inodore, pas adapté, voire violent, parce que si j'ai aucun pouvoir en tant que défenseur pour stopper l'autre, j'ai envie de lui mettre un gros coup de poing pour l'arrêter, forcément. Mais il faut explorer, pas juste coup de poing, la possibilité que me donne la règle comme pouvoir d'agir jusqu'au bout pour scorer et marquer. Et ce que j'ai pu observer, j'ai fait aucun travaux scientifique, mais j'espère que Olivier Vorst va me proposer de faire une analyse ensuite sur ce que ça peut produire, pourquoi pas. C'est-à-dire, je fais l'hypothèse que l'accélération du jeu en course accélère les transformations des élèves. C'est mon hypothèse que j'ai pu professionnelle, complètement à discuter. Peut-être que certains me diront c'est n'importe quoi, et un débat passionnant s'engagera entre nous. Petite parenthèse sur le rapport à la culture du haut niveau. Parce qu'on peut me dire, c'est bien beau tout ça, mais on peut faire œuvre. Œuvre, c'est-à-dire comment on est capable, dans cette part de la culture, de raisonner avec la culture de haut niveau. Alors, ce n'est pas la culture de haut niveau au sens figé du terme. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la culture du haut niveau. Il faut saisir la culture du haut niveau dans son mouvement. La culture est intéressante dans ses sportifs et sportives, entraînés dans un espace de jeu réglementaire, comment on les invente et crée dans cette culture-là. Et qu'est-ce qu'on constate à haut niveau? Je me réfère par exemple à Pascal Janin qui a travaillé sur combien de buts sont marqués à haut niveau, ligue de filles et féminine. C'est à peu près un but toutes les minutes. Contre, en éducation physique et sportive, un but toutes les 4 minutes. Alors c'est sûr qu'un but toutes les 4 minutes, ce qui veut dire en gros un tir toutes les 4 minutes, le petit Philippe Herrieux, jamais il rentre sur ce type d'éducation physique et sportive. Et s'il rate le tir, tout le monde en plus va le conspuer, l'insulter. Mais si on tire toutes les minutes, voire plus, c'est une offre d'éducation physique et sportive. On peut échouer, on peut rater, on peut essayer, et on va scorer. Alors on dit oui, l'émotion, c'est quand on marque un but. C'est sûr, il n'y en a qu'un qui la vit, pendant que tous les autres ils sont là à applaudir. On ne veut pas former des pom-pom-girls. On veut former des élèves qui scorent et qui marquent tous et toutes. Et donc, l'indicateur du nombre de buts par minute est pour moi très important. Et d'ailleurs, je l'utilise comme indicateur. S'ils sont capables de marquer un but par minute, en gros 4 buts sur un match de 5 minutes, je considère que dans les règles que j'ai données, ils ont acquis les savoirs qui étaient attendus. C'est une hypothèse. Je me dis, voilà, un but par minute, là, ça veut dire qu'il y a du jeu. Alors, du point de vue de ce que j'étais en train de dire, pour le relier par rapport à la question du comment, en proposant ce jeu rapide vers l'avant, et en étant finalement sur l'idée que le score va être un indicateur intéressant
pour permettre de faire évoluer les règles. Au bout d'un moment, dans un jeu à 3 contre 3 par exemple, j'ai d'autres pratiques, je pense qu'il faut qu'on peut être sur du 4 contre 4, du 5 contre 5, du 6 contre 6. Au bout d'un moment, ça devient compliqué parce que c'est trop compliqué pour les élèves. Alors que dans le 4 contre 4, si vous mettez en travers, ça fait 3 terrains, 6 x 4, 24, c'est assez intéressant, même si on peut avoir moins d'élèves, mais globalement, toute une classe est en train de jouer. Si on veut que tous et toutes apprennent, et qu'il n'y en a que 14 qui jouent, à mon avis, même si l'observation est pertinente, critériée, tout ce que vous voulez, je pense que je ne peux pas remplacer un temps où j'essaie, je me trompe, je pratique, je partage avec les autres. Alors, je veux bien l'observation, hein, mais il ne faut pas que ça devienne la justification au fait que les élèves ne fassent rien ou à la mauvaise utilisation des installations sportives. Utilisons le jeu en travers. Et vous verrez que vos élèves, bien sûr, ils vont commencer à scorer et marquer. Au bout d'un moment, les élèves, dans mon jeu, ils peuvent courir avec la balle, ils vont pouvoir se déplacer. Le jeu va devenir impossible parce qu'ils vont marquer sans donner aucun pouvoir finalement à la défense. Il y a un déséquilibre du point de vue du rapport de force et de l'égalité qu'il peut y avoir entre les deux équipes. Et donc j'introduis une nouvelle règle qui est la règle de... Bon, c'est assez classique aussi, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez déjà entendu, hein, c'est lorsque je touche, je dois soit passer, soit tirer. Ce qui permet à nouveau de rétablir une égalité des chances entre les deux équipes. Quand je vous disais, c'est pas juste une coquetterie. Vous voyez bien que là, je suis dans l'exploration de la limite de la règle, au sens de qu'est-ce que me donne la règle comme pouvoir d'agir pour aller jusqu'au bout de la règle, explorer les possibles, inventer et créer les techniques au sein de cet espace de jeu facilitant, puisque je vais scorer, beaucoup marquer avec des zones proches, je vais être mis en valeur, en réussite, je vais réguler les apprentissages. Et alors, effectivement, là, on est dans une pratique qui, au lieu de mettre les élèves plutôt dans un rapport à l'interdit ou dans un rapport à l'échec, va être en permanence à une réflexion de comment je les mets en situation de réussite dans un processus d'étude long de la culture. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit que j'ai des élèves qui deviennent peu à peu, alors c'est pas la magie, là je me présente comme ça rapidement parce qu'on n'a pas le temps, il faut du temps, de la répétition, de la régulation, de la discussion, bien entendu, hein, vous connaissez très bien le guidage nécessaire, mais ça produit derrière, et c'est mon cap, je veux qu'ils deviennent tous et toutes, j'insiste, hein, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas la moitié de l'humanité en cours de route, tous et toutes traverseurs d'espace de jeu, je cours vers l'avant, tous et toutes marqueurs. Et là, on n'a plus les mêmes inégalités qui se produisent. Et mon expérience, mais comme d'autres, dans d'autres activités ici, ce choix-là permet effectivement d'avoir une accélération des transformations et donc de faire vivre une tranche de culture à ces élèves qui, on peut le dire à la fin, fait culture commune du point de vue du vécu et peut-être vient incarner le projet politique que je vous disais tout à l'heure de apprendre ensemble pour construire une petite part de l'humanité. En l'occurrence, là c'est l'embal, hein. On pouvait ensuite le décliner sur d'autres activités, d'autres dimensions, mais tous et toutes vont vivre ce même temps commun d'égalité, d'exploration de ce pouvoir dans la règle pour s'approprier une des petites dimensions de la culture. Là, vous pouvez applaudir quand même. Non, je ne vais pas commenter ce que vient de dire Bruno, parce que c'est tout à fait remarquable, et c'est l'expression pour moi de ce que c'est un professeur. C'est le contraire de la réduction de l'enseignant à un exécutant de protocole, de procédure qui aurait été décidé par d'autres. C'est quelqu'un qui cherche au quotidien, qui invente et qui régule ses pratiques en fonction de ce qu'il observe et de là où il veut aller. Ça, c'est absolument extraordinaire. Moi, je fais partie de ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de ce qu'un collègue, Frédéric Grimaud, qui d'ailleurs est tout à côté d'ici, a appelé dans un petit livre qu'il a fait paraître l'an dernier la prolétarisation des enseignants. Alors, entendons-nous bien, hein, Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Il a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés par la machine-outil. Parce que quand les usines ont acheté les machines-outils, il a fallu les rentabiliser. Et pour les rentabiliser, on les a fait tourner 24 heures sur 24. Et donc on a mis l'ouvrier au 3-8. Et donc l'ouvrier s'est mis au service de la machine, et ce n'était plus la machine qui était au service de l'ouvrier. Et Marx dit, et ça c'est très important, à partir du moment où on inverse le rapport entre l'ouvrier et la machine siphonne l'intelligence de l'ouvrier. La machine paralyse l'ouvrier et fait de lui une machine. Et je
pense que Frédéric Grimaud a raison de dire que c'est un danger aujourd'hui. Alors peut-être pas très important pour les professeurs de PS, mais c'est un danger qu'on voit apparaître dans tous les systèmes éducatifs dans le monde, avec cette volonté d'identifier au fond une sorte de procédure idéale qu'on reproduirait à l'identique sans avoir à faire tout ce travail qui vient d'être évoqué. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, sur la question de la règle. Alors moi, je suis plus qu'à 100% d'accord. Je trouve que c'est extraordinaire la manière dont Bruno a présenté les choses, cette exploration dont il nous a montré la fécondité. Dans notre discours pédagogique, entre guillemets, nous distinguons la normalisation et la normativité. Et on emprunte cela à un philosophe, épistémologue, qui était aussi biologiste d'ailleurs, Georges Canguilhem. Canguilhem dit « La normalisation, c'est quand tout est pareil. Et quand tout est pareil, c'est comme les cellules dans le cancer, c'est la mort. En revanche, pour que les cellules vivent, il faut quand même des normes. Mais ce n'est pas la normalisation, c'est la normativité. La normalisation, c'est la pacification avec 2 S, c'est-à-dire rendre les gens assez passifs pour pouvoir les maîtriser. Et c'est bien un des enjeux aujourd'hui d'un certain nombre de techniques qu'on appelle de gestion de la classe. Rendre les élèves assez passifs pour ne pas avoir d'embêtement. Ça, c'est la normalisation. La normativité, c'est, alors je cite Canguilhem, c'est les règles qui permettent de rester vivant et de demeurer vivant le plus longtemps ensemble et de la manière la plus féconde possible. Vivant ensemble et de la manière la plus féconde possible. La normativité, c'est ce travail par lequel les sujets s'incorporent les conditions de réussite de leur propre activité collective et de leur manière de grandir ensemble en humanité. Et cette normativité, on l'a vu à l'œuvre dans l'exemple du handball que vient de développer Bruno. Moi, je ne vais pas vous donner des exemples dans la didactique de ma discipline, mais j'ai beaucoup travaillé, juste une allusion, avec un courant littéraire qui a beaucoup insisté sur la fécondité des règles, et même la fécondité des contraintes. Ce courant littéraire, c'est un courant qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle. C'est un courant qui a donné, dans lequel s'inscrivent des gens comme Raymond Queneau ou Georges Perec. Alors certains d'entre vous ont peut-être lu un livre assez fabuleux de Georges Perec qui s'appelle La disparition, qui est un livre de 350 pages qui est écrit sans utiliser la lettre E. Bon, vous savez que la lettre E est la lettre la plus utilisée dans la langue française. Et Perec écrit 350 pages sans utiliser la lettre E. Et dans une interview de Perec au moment de la sortie de son livre, le journaliste lui dit « Mais c'est extraordinaire, je ne me suis même pas aperçu qu'il n'y avait pas la lettre E. Et puis, en revanche, j'étais absolument fasciné par l'inventivité de votre langage. » Et Perec répond « C'est parce que je me suis donné cette règle. » Et effectivement, quand on se donne une règle de ce type, on va être obligé de se dépasser, d'aller chercher autre chose. Et moi, j'ai beaucoup utilisé avec mes élèves cet exercice qui s'appelle le lipogramme. Je l'ai même utilisé quand j'étais prof d'université. Par exemple, quand je faisais un cours et que je donnais une définition, je demandais à tout le monde de reprendre la définition, mais en interdisant l'usage d'une lettre. Parfois même, je disais, toi, tu n'as pas le droit de la lettre A, la lettre E, la lettre I, la lettre O, la lettre U, ce qui fait que j'étais sûr que les gens qui avaient une lettre interdite différente allaient faire des définitions différentes. Et puis ensuite, je les faisais travailler ensemble avec chacune de leurs définitions. C'est-à-dire que je les poussais à sortir par une contrainte apparemment arbitraire, mais en réalité féconde, à sortir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour aller chercher des choses nouvelles. Quand on ne peut pas utiliser, quand on a une maison et qu'on ne peut pas utiliser la lettre A pour décrire la maison, il faut se demander si c'est une demeure ou pas. Et donc on va chercher autre chose. Et donc on met les gens en recherche et on réussit par là à les faire entrer dans une culture spécifique qui est la culture de la littérature, c'est la culture. Et c'est ce qui fait réussir un bon élève en lettres. C'est quand il comprend que les contraintes de la langue sont une ressource pour la pensée. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Comprendre et même trouver du plaisir en comprenant que les contraintes de la langue sont une ressource pour la pensée. Eh bien, s'il me permet d'évoquer ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la didactique de ce type d'exercice, c'est parce qu'il me semble que ça fait complètement écho à ce que Bruno a expliqué et à la manière dont il a présenté l'exercice.
J'ajoute que j'ai beaucoup aimé l'image de la pizza, là. C'est pas une pizza, le rapport pizza, c'est la pizza, la vraie, que je ne connaissais pas et que je vais réutiliser en citant mes sources, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit là. C'est très intéressant de montrer qu'à travers un exercice donné sur un objet donné, on va d'une certaine manière retrouver tous les éléments de la culture tout entière. Et ça, je trouve que ce serait un très très bon exercice à donner aux collègues qui se forment dans toutes les disciplines, que de leur demander de montrer comment dans tel exercice particulier, ça donne une représentation acceptable de la culture tout entière de la discipline. Ça, ce serait bien comme épreuve dans les concours de recrutement, je trouve. En tout cas, l'idée de la pizza est très très bonne. Absolument. Donc, merci en tout cas pour ce bel exemple. Et ça montre vraiment à quel point ce métier est un métier de recherche, c'est un métier de concepteur, c'est un métier qui se nourrit d'une multitude de connaissances, et c'est au fond, dans la classe, un métier de décideur. C'est décider. Moi, mes travaux récents portent sur ce que j'appelle le déplacement du curseur, c'est-à-dire comment, dans l'école primaire par exemple, l'instituteur, l'institutrice, le professeur des écoles va mettre plutôt le curseur sur le collectif ou sur la progression individuelle, plutôt sur la finalisation ou la formalisation, plutôt sur l'exécution d'un programme ou la prise en compte de l'imprévu. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que les experts, les vrais experts, sont ceux qui savent déplacer le curseur au bon moment et prendre les bonnes décisions, quand cela permet au collectif de progresser et à chacun d'avancer. Et ça, je crois que c'est vraiment la caractéristique de l'expert en matière d'enseignement et d'éducation. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, là, vous avez un bel exemple de didactique de l'EPS, là, pour le coup. La parole est à Vincent Collier. Bonsoir, moi j'avais une question par rapport à tout à l'heure. Je voulais revenir sur le sens de culture. On a parlé du handball, c'est souvent des cultures sur des APSA qui sont plutôt traditionnelles. On parle du programme de 2015 qui, eux, laisse une liberté un peu plus grande au niveau de la pédagogie. Et pour moi, ça représente aussi le fait que ça permet aussi de faire émerger des APSA qui sont plus contemporaines. Et je voulais savoir votre avis, votre point de vue sur justement l'intégration de ces APSA plus contemporaines en termes de culture, parce que finalement, pour moi, c'est qu'on fasse de la culture sur du handball, qu'on fasse de la culture sur une autre activité plus contemporaine, ça revient à enseigner une culture à des élèves, mais c'est pas forcément ce dont on parle, et même dans la formation initiale ou plutôt dans la formation continue, même si ça émerge de plus en plus, ça reste quelque chose de compliqué. Ouais, c'est pour moi, mais d'un autre côté, je pense que la princesse de Clèves, c'est vieux aussi, c'est très traditionnaliste. Peut-être qu'il faudrait la supprimer des programmes de français et de littérature. Sans compter les textes anciens qui sont écrits en latin et grec, je ne t'explique pas comment c'est vieux. Donc pour moi, la question de la tradition, parce que j'ai eu l'impression dans le choix du mot tradition, que ça voulait dire que peut-être qu'il faudrait plus qu'elle ait sa place à l'école. Alors, peut-être pas, parce que pour autant, moi je suis d'accord. On ne peut pas comparer et hiérarchiser dans une espèce de rapport normalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui fait un sport dit plus émergent, moins présent et moins ancien par rapport à son histoire, serait moins cultivé? Est-ce que, par exemple, faire, j'ai pas l'idée, un sport qui est faire du trail, est-ce que les trailers seraient moins cultivés que les handballeurs? Bon, je pense qu'on ne peut pas poser cette question de cette façon-là, parce que ça signifierait, parce qu'on écoute de la musique classique, on serait moins cultivé qu'un rappeur? Pour moi, l'enjeu de l'éducation physique et sportive, c'est cette diversité. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit leur faire découvrir des activités émergentes et nouvelles, mais aussi cultiver un certain traditionnalisme du point de vue de la culture. Par contre, il y a une deuxième question qui me semble importante et qui n'est peut-être pas assez travaillée, c'est à quelles conditions, à quel moment on accepte de faire rentrer une pratique sportive ou un jeu ou quelque chose qu'on cherche à enseigner au sein de l'école. Parce que c'est pas rien. Il y a des pratiques qui commencent à émerger, c'est à la mode, on dit on les met au sein de l'école. Quels travaux de didactique, quel travail un peu historique à long terme et d'étude de cette activité permet de dire oui, cette activité, elle est intéressante
à être partagé et obligatoirement par tout un ensemble de générations. Et là, c'est de la responsabilité, sans doute pas que de l'enseignant. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Il faut des normes. Si c'est les enseignants dans leur coin qui font nous, une équipe, on aime bien ce sport, on enseigne, puis pour la ligne. S'il n'y a aucun cadre et aucun ordre, ce qui ne veut pas dire normaliser au sens d'imposer des choix qui seraient en haut réalisés dans un bureau à Paris en disant tout le monde va faire pareil, et comme ça, on va avoir de l'ordre, rien que de l'ordre et encore de l'ordre, pour paraphraser notre nouveau ministre de l'Intérieur quand il a pris ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Donc, bien entendu, mais il va falloir qu'on nous donne des caps sûrs. Et donc, ça vient à réfléchir en disant, aujourd'hui, dans les programmations, quelles sont les dimensions qui sont incontournables et celles qui peuvent être laissées libres aux différentes équipes. Voilà. Et pour autant, moi, de ma conviction, ce que je trouve, c'est que l'idée de dire, par exemple, en collège, que les élèves vont devoir étudier les 8 groupes d'APSA me semble être intéressante comme perspective, puisqu'on a, après on peut critiquer, discuter les classifications. Voilà, mais voilà un peu ce que ta question m'inspire comme réflexion. Oui, là, moi je ne suis pas du tout compétent pour réagir là-dessus. En revanche, ça m'évoque des problématiques dans d'autres disciplines, dans les disciplines que je connais mieux, et en particulier le rapport à l'histoire. Je crois que le rapport à l'histoire est important. J'ai même défendu, à l'époque où j'étais membre du Conseil supérieur des programmes, l'idée d'introduire dans tous les enseignements, pas dans le vôtre, rassurez-vous, mais dans tous les autres enseignements, un temps d'histoire et d'épistémologie de la discipline. D'introduire l'idée que les mathématiques ne sont pas constituées d'essences éternelles et immuables, inventées par les professeurs pour permettre d'organiser les examens. Je cite souvent cet exemple qui va vous amuser, mais je faisais des entretiens, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des élèves tout au long de ma carrière. Entretien avec un élève de 5e, et je me souviens de cette anecdote parce qu'elle m'avait frappé. Un élève qui vraiment ne voulait rien entendre aux maths. Je finis par lui dire, mais qu'est-ce que tu as contre les maths? Il me dit, mais j'aime pas les profs de maths. Je lui dis, pourquoi tu n'aimes pas les profs de maths? Ils n'ont rien fait. Il me dit, mais si, c'est vraiment des sadiques. Je lui dis, mais pourquoi c'est des sadiques? Il me dit, mais ils ont inventé ces trucs-là, les maths. Je lui dis, mais explique-moi, à ton avis, qui a inventé les maths? Il me dit, mais c'est les profs de maths. Je lui dis, mais pourquoi ils ont inventé les maths? Il me dit, mais pour savoir si on peut passer en classe supérieure. Donc l'élève avait intériorisé l'idée que ce qu'il apprenait à l'école était conçu par l'école dans une perspective de parcours du combattant pour réussir des exercices purement scolaires. Alors, en éducation physique, vous avez ce qu'on appelle des pratiques sociales de référence extérieures à l'école, qui fait qu'on ne tombe pas dans ce panneau-là aussi facilement. Mais nous avions insisté pour dire, c'est important que l'élève perçoive ce en quoi ce qu'il apprend s'inscrit dans l'histoire des hommes pour leur émancipation. C'est-à-dire, a été à un moment donné construit parce que ça les a libérés d'un certain nombre de choses. Le théorème de Pythagore, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, qui a été construit par quelqu'un qui est allé en Égypte, qui a vu la corde à nœuds, 3, 4, 5 nœuds, qui a vu comment on construisait les pyramides, qui a vu comment il fallait à un certain moment, après les crues du Nil, trianguler les terrains. Et c'est pas sans intérêt de montrer que les savoirs scolaires sont construits, que les savoirs humains sont pas des sortes d'objets qui seraient dans un ciel des idées, indépendamment de l'histoire des humains qui les ont élaborés. Alors, je pense pas que ça puisse s'appliquer pour votre discipline, ou en tout cas pas de cette manière-là, mais moi je vois là-dedans quelque chose qui renvoie à cette idée de faire l'économie d'histoire, ou faire de l'économie d'histoire sans faire totalement l'économie de l'histoire. Et il faut aller, ce que tu as appelé l'accélération tout à l'heure, il faut aller plus vite que les choses ne sont apparues dans l'histoire, sinon l'enseignement ne servirait évidemment à rien. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'histoire. Voilà. Et comme si ces choses-là étaient définitives et immuables. Alors peut-être ça ne te parle pas du tout ça. Moi, j'évoque là mon rapport à ma discipline et aux disciplines que je connais. C'est peut-être pas du tout une problématique qui existe à EPS. Disons par exemple, quand je propose ma pratique, que je vous ai présenté tout à l'heure, les élèves la contestent. Dans le handball, c'est pas ça. Faire 3 pas, et alors je leur parle de l'histoire. Parce que dans l'histoire du handball, on a eu un moment où on joue au handball, on pouvait faire 3 pas, un rebond, 3 pas, un rebond. Voilà. Donc l'histoire du handball a eu cette évolution réglementaire qu'ils ne connaissent pas,
Donc quand ils disent on veut jouer au handball, je dis mais au handball de quelle époque? Puisqu'à un certain moment donné, on joue au handball comme ça. Donc, et c'est intéressant, pourquoi ils ont changé la règle? Alors peut-être parce que le terrain est plus petit, sans doute parce qu'ils jouaient sur un terrain 11, mais aussi c'est toujours dans ce rapport finalement au rapport de force. Regardez le changement de règle qu'il y a récemment en basket, sur l'idée de dire est-ce que lorsque je fais le premier pas, j'ai marché ou pas marché? Parce que la NBA n'avait pas ce même règlement que le basket fédéral. Et cette réflexion-là me semble fondamentale pour se dire mais je peux faire 3 pas, 4 pas, 5 pas, mais qu'est-ce que ça permet du point de vue de l'évolution technique et du... Donc oui, moi je pense que finalement revenir un peu sur une épistémologie des savoirs me semble, alors de façon ponctuelle, voilà, on ne va pas commencer à faire un grand cours, mais ça me semble être fondamental pour que les élèves aussi puissent s'approprier pourquoi nous aussi on peut faire des propositions différentes et variées, et aussi pourquoi certains savoirs sont apparus, puis disparus aussi. Et d'ailleurs, pour autant, parfois certains, on continue de les étudier à tort, à mon sens. Étudier le décalage, par exemple, en handball, en collège, ça me semble, alors que c'est un savoir identifié important, ça me semble être à tort, parce que l'évolution du jeu aujourd'hui fait que ça me semble être un savoir prioritaire. Et si on ne regarde pas l'histoire et son évolution, on peut continuer à penser que faire ce type de savoir doit être crucial et déterminant, tel que les proposé par exemple des programmes d'éducation physique et sportive, alors que l'évolution du jeu et de l'histoire devrait nous questionner nous en tant que professionnels en disant ah mais peut-être que dans les choix que je fais de savoir, bon c'est malheureux parce que c'est nous les professionnels aujourd'hui qui devons avoir cette question, là où nous ce qu'on défend en tout cas, c'est aussi qu'il y ait des savoirs qui soient identifiés et construits par un lieu qui soit le Conseil supérieur des programmes, qui soit indépendant de toute influence, jeu de pouvoir, etc. et qui soit plus serein, qu'il y ait des débats qui se fassent en son sein, bien sûr, mais qui à un moment donné fiche la norme de ce qui est entendu partout. Et je pense que ça, c'est fondamental si on veut travailler sur la réduction des inégalités. Absolument. Oui, moi je voudrais revenir sur le quoi, sur l'exemple que tu viens de nous donner. Je me demande en fait si ta façon de transformer le handball, ça ne nous amène pas vers une culture partagée plutôt que vers une culture commune. Parce que en fait, à ce moment-là, il peut y avoir 10 000 façons de jouer au hand différemment avec chaque prof de PS. Donc est-ce qu'on doit avoir une culture partagée, construite avec les élèves par rapport à l'observationnalité, ou bien est-ce que l'enjeu de l'école, comme tu semblais le dire un peu aux jeunes collègues qui nous parlaient de nouvelles pratiques, ça serait d'avoir une culture commune, décidée et la même pour tous. Moi, je peux essayer de répondre à sa place. Ah oui, sur cette question. Non. Je comprends la question, mais pour moi, elle ne se posait pas parce que, dans ce que j'ai entendu de ce que disait Bruno, c'était une culture partagée pour acquérir une culture commune. La démarche était une culture partagée et la finalité était une culture commune. Donc pour moi, les deux s'articulaient assez bien dans l'exemple qu'il a donné. Mais peut-être que je me trompe. J'ai eu peut-être un prisme déformant dans ma façon de présenter les choses. Moi, je suis complètement dans ce que tu dis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire que sans programme qui fixerait du commun, on ne peut pas viser la question de l'égalité. Si c'est moi tout seul dans mon coin qui décide le handball que j'ai envie d'enseigner et toi dans ton coin, dans ton collège, si on joue ensemble, comment faire que c'est pas possible. Il y a besoin aussi. Et puis au-delà de ça, il y a la question de la culture. C'est quoi jouer au handball? Donc pour moi, je ne reste pas toute l'année, toute ma vie à faire courir les élèves. Voilà, au bout du bout, ils vont être de plus en plus un handball construit avec des règles plus, on pourrait dire, contemporaines et classiques que j'ai introduit, mais à partir du moment où ils ont remarqué plus de 4 buts en 5 minutes. Sinon, ces règles sont trop compliquées pour eux. J'exagère un peu, parce que bien sûr, il y a toujours ce décalage optimal à trouver, et que parfois j'ai mis dans un environnement qui va les amener à se sortir d'eux-mêmes. Mais pour moi, le handball de course, c'est un processus pour aller vers une culture commune. En ce sens, peut-être que je me différencie un peu dans le courant de l'EPS, ce qu'on appelle les formes de pratique scolaire, qui se suffisent à elles-mêmes parfois, se coupant, pour un certain nombre de collègues, je ne dis pas pour tous, se coupant du lien de filiation avec la culture. C'est-à-dire que la pratique scolaire ferait culture en soi du point de vue du vécu, en disant que ce qui est important, c'est la pratique scolaire que je vis, et pas ce lien de filiation et de résonance avec la culture au sens large. C'est pour ça que j'ai essayé, dans l'exemple, de montrer que j'ai essayé de raisonner avec l'évolution culturelle, y compris du plus haut niveau. Donc moi, je m'inscris totalement dans ce que je viens de dire. Peut-être on peut même aller un petit peu plus loin et dire qu'une culture commune qui ne serait pas acquise par une démarche de culture partagée ne serait pas une culture commune.
Ce serait une culture qui viendrait du haut, qui serait imposée d'une manière verticale et qui ne ferait pas commun, qui ne ferait pas lien. Moi, je crois à la culture commune, mais je crois qu'il faut qu'elle passe par la démarche du partage pour être construite comme culture commune. C'est un peu la même chose que quand moi je travaille sur la poésie, quand je fais étudier à mes élèves de lycée professionnel la théogonie d'Hésiode, par exemple, les dieux grecs. Je leur fais étudier les dieux grecs, mais pourquoi ? Parce que en travaillant sur ces textes, il va y avoir quelque chose qui relie leur intimité la plus personnelle à ce qu'il y a de plus universel. C'est-à-dire, pourquoi le père a envie de tuer son fils et de manger ses enfants ? Pourquoi nous tuons nos pères et mangeons nos enfants ? C'est-à-dire, je relie et je fais partager ce qui fait le fond de ce texte-là. Je le fais partager à travers des émotions qui sont communes, et ça nous permet d'accéder à quelque chose qui est un texte avec toute sa valeur, alors non pas universelle, mais qui tend à l'universalité. Je ne veux pas rentrer dans le débat sur l'universel, qui est un débat complexe et compliqué, surtout chez nous en littérature, mais pour dire que c'est un peu cette démarche du partage. Moi, elle me semble vraiment au cœur, alors pour le coup, de la pédagogie. Mais quand on en parle aux didacticiens, dans un certain nombre de disciplines, c'est pas un mot qui résonne, le mot partage. Moi, je suis content qu'il résonne chez un didacticien de l'EPS. Merci. Bonjour tout le monde. J'aimerais bien réagir sur ce qu'on disait sur la culture commune, justement, parce que personnellement, j'ai une vision un petit peu écartée de ça. En remettant peut-être un peu en cause, finalement, qu'est-ce qu'on entend dans la culture commune ? Est-ce qu'on attend dans la culture commune des savoirs qui sont issus des sports fédéraux ? Ou est-ce que dans la culture commune, on peut voir aussi avec l'histoire, justement, et l'évolution des textes en EPS, qu'on s'est affranchi de cette fameuse culture commune, de ces dictats qu'a mené les programmes de 2008 avec les savoirs, les compétences attendues finalement pour tel niveau d'élève, sur plutôt maintenant des logiques de champ d'apprentissage qui laissent libre champ à l'enseignant d'EPS de faire son métier de didacticien et de constituer des formes de pratiques scolaires qui, elles, vont être adaptées et contextualisées à des élèves, à des contextes et à des besoins bien précis. Donc à ce moment-là, c'est la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi on ne mettrait pas un petit peu plus de côté cette culture vraiment club, et je grossis le trait, pour aller sur une culture EPS, qui celle-ci va être de faciliter l'accès au sport, de faire vivre, vous savez, cette fameuse phrase des tranches de vie aux élèves. Aujourd'hui, on fait du basket, mais on va vivre une tranche de vie de basketteur, une tranche de vie de volleyeur. Et oui, on va mettre du blocage dans notre cours de PS. Et ça ne se fait pas en fédéral. Et c'est pas pour ça, je pense, qu'on va pas aller sur une culture commune. Parce qu'on va remettre ces enjeux au centre des enjeux et des logiques de champ d'apprentissage, ou en CA4, c'est peut-être pas la règle qui va faire forcément culture commune, mais ça va être l'essence, la substantifique moelle de l'activité, identifier, décider, agir, qui va créer cette culture commune. Si ensuite on veut jouer tous ensemble avec les mêmes règles, il n'y a aucun problème, les clubs sportifs sont faits pour ça, les élèves auront pris du plaisir en EPS, auront appris des valeurs, ça leur aura sûrement donné envie, et ils pourront être envoyés vers des clubs pour approfondir leur plaisir sportif. Bon, là on est sur un débat vraiment PSO-centré. Si tu coupes pour moi la question de l'étude de la culture commune de la culture, ça pose problème. J'ai pas l'impression que dans la handball de course, je puisse être une espèce de reproduction conforme de ce qu'on peut vivre dans les savoirs fédéraux sportifs. Donc, je ne me range pas dans la caricature du prof de PS qui va étudier la copie conforme des savoirs fédéraux, sachant que les savoirs fédéraux aujourd'hui ils ont beaucoup bougé. On est sur une image qui est parfois complètement déformée de qu'est-ce qui s'apprend. Mais la question est de dire, mais qu'est-ce que c'est que la culture ? Qu'est-ce que c'est que la culture ? Aujourd'hui, si tu fais référence au chant, quand on regroupe le tennis de table, le rugby, ça va être compliqué d'expliquer que ça c'est la culture et que tout est pareil. À qui on va faire croire que je vais au tennis de table, on apprend la même chose quand je vais en rugby, en disant oui c'est pareil, je comprends, il y a des grands concepts de la gestion de l'opposition, etc. On est quand même là dans une façon de théoriser et d'avoir voulu présenter la discipline pour être
pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui est de l'ordre de la, on va dire, de la théorisation globale de l'éducation physique pour faire discipline. Or moi, ce que je défends comme point de vue, c'est l'idée de dire que pour qu'il y ait culture commune, il faut qu'il y ait appropriation d'objets d'études, mais qui sont en résonance totale et forte avec ce qui constitue l'objet d'étude de la culture. Je reprends l'exemple de ma pizza de tout à l'heure. Si tu dis une tranche de vie, la tranche de vie de Maurice Porte, elle était reliée à la culture de ce que représente l'activité. Et si tu vis une tranche de vie dans le monde de l'école, tu dois pouvoir rentrer en résonance, en partage, en écho, y compris avec un petit qui l'aurait vécu ailleurs, dans le monde fédéral, peut-être de façon plus poussée, peut-être avec des chemins différents que nous ne ferions pas dans le monde de l'école, parce qu'on est là pour que tous et toutes apprennent, y compris ceux qui n'ont pas envie. Voilà. Donc, moi, dans ce que tu dis, je dirais qu'aujourd'hui, au contraire, il y a un glissement et un abandon de la culture parce qu'il n'y a plus de savoir et d'objets à étudier communs. Rien n'empêche. C'est pas parce que toi et moi, on bosse ensemble dans la même équipe, toi à faire pareil, mais peut-être que toi, tu vas prendre un chemin, moi un chemin différent, mais on aura la fin du chemin et le cap des savoirs étudiés sera commun dans l'activité. Ensuite, libre cours à chacun d'entre nous. Le problème vient aujourd'hui que comme on n'a plus de cap de savoir visé, défini par des programmes, en disant dans telle activité, voilà ce qui est attendu, dans telle activité, voilà ce qui est attendu, chacun peut faire ce qu'il veut. Comme il n'y a plus de moment formel, normatif, du point de vue de voilà ce qui est attendu, y compris dans les formes d'évaluation, alors c'est le libéralisme total. C'est-à-dire chaque individu pro de PS dans son coin va dire ce que lui pense qui est la culture. Et donc du coup, on est sur, parfois, on le sait très bien, hein, si on supprime les normes, si on supprime ce qu'on appelle, ce qu'on va vers des cultures flexibles, sans savoir entendu, on accentue les inégalités, qu'elles soient de genre, sexuées, ou qu'elles soient, ethniques ou sociales. Donc, je défends un projet qui est pas ce que tu dis. Moi, je ne suis pas sûr de comprendre le débat. J'ai l'impression que les deux ont raison et qu'ils ne disent pas des choses complètement aussi différentes que ça, mais peut-être que je me trompe. Ouais. Bien. Moi, en tout cas, ce débat me fait penser à quelque chose qui est important pour votre discipline à mes yeux. Alors peut-être je vais vous paraître complètement uluberlu en disant ça, c'est sa dimension anthropologique. Il y a les cultures, la culture avec les différentes activités, et là je partage totalement ce que vient de dire Bruno. Il y a aussi un rapport au corps quand même. Il y a un rapport au corps qui est spécifique à votre discipline. Alors, on en discutait tout à l'heure à la pause, je ne pense pas que votre discipline ait le monopole du rapport au corps. La corporéité, ça n'est pas la propriété des professeurs de PS. Le fait d'être spécialiste, ça ne vous donne pas l'exclusivité. Hein. Bien évidemment que la question du rapport au corps est présente dans toutes les disciplines d'une manière qui mériterait d'ailleurs d'être travaillée, élucidée, regardée de près. N'empêche, vous êtes quand même la discipline du corps. Il n'y a pas d'autres disciplines dans les disciplines scolaires qui se centrent, comme vous, sur le geste, l'intentionnalité du geste, la précision du geste et la manière dont le corps s'inscrit dans un projet qui est un projet alors individuel ou collectif selon le type de sport, mais qui est un projet culturel. C'est l'inscription du corps dans un projet culturel quand même, votre discipline. Alors on évoquait ça avec Bruno, il y a peut-être le théâtre qui ressemble à ça. Mais le théâtre, tous les professeurs de français n'en font pas, c'est souvent dans des clubs parallèles à l'école et tous les élèves n'en profitent pas. En revanche, ils vont tous à l'EPS, pas suffisamment longtemps si j'ai bien compris, mais ils y vont tous quand même. Et pour moi, vous ne devez pas, alors je parle en extériorité, vous ne devez pas abandonner cette spécificité du travail sur la corporéité. Anthropologiquement, le corps humain n'est pas de la viande, hein. Et c'est très important de rappeler ça. Vous savez, pendant très longtemps, les anthropologues se sont demandé à quel moment on mettait la naissance de l'Homo sapiens sapiens. Alors, à un moment, on a dit c'est le langage. Et on s'est aperçu que ce n'était pas le langage, que les corbeaux parlent, et qu'ils n'ont pas la même langue aux États-Unis et chez nous. D'ailleurs, on le voit parce que les sons qu'on envoie sur les aéroports pour éloigner les corbeaux ne sont pas les mêmes selon les continents. Alors après, on a dit c'est l'outil. On s'est aperçu que les grands singes utilisaient les outils. Aujourd'hui, les anthropologues ils disent c'est des rituels funéraires.
l'émergence de l'Homo sapiens sapiens, c'est les premiers rituels funéraires. Et Dieu sait qu'il y a des monuments funéraires sur la planète. Les monuments funéraires sont les plus nombreux sur la planète. Des pyramides d'Égypte au temple hindou, etc. Et les anthropologues nous disent, ce qui se passe avec l'Homo sapiens, c'est qu'il en fait une spécificité, c'est que le corps humain ayant été habité d'une intentionnalité avec quelqu'un qui possède la même humanité que moi, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. Il a un caractère, alors certains vont dire sacré, d'autres vont dire, utiliser d'autres mots, et donc ce rapport au corps, il a quelque chose d'anthropologiquement, alors pour moi, très fondateur. Très fondateur. Et l'humain, grandir en humanité, c'est aussi grandir dans son rapport au corps et au corps des autres. Rapport à son propre corps, mais rapport au corps des autres aussi. Aujourd'hui, quand même, avec MeToo et tout ça, se pose une vraie question, la question du consentement. C'est une question qu'on peut poser sous l'angle psychanalytique ou anthropologique. C'est la question, ce dont je jouis, l'autre jouit-il aussi? Ou ce dont je jouis, m'impose-t-il de faire de l'autre ma chose et mon objet, quitte à transformer son corps en ma propriété? Alors ça peut vous paraître très uluberlu, tout ce que je dis là. C'est pas uluberlu tellement. L'ado, il va grandir en construisant un rapport au corps, et un rapport au corps qui sera toujours problématique. Et c'est bien qu'il soit problématique. Et vous jouez un rôle là-dedans. Je ne dis pas que vous êtes les seuls à faire de l'éducation sexuelle. Je dis que vous êtes parmi ceux qui peuvent témoigner que le corps n'est pas de la viande, qu'il est habité et que l'intentionnalité dans le corps fait qu'un geste humain doit être respecté et qu'il y a là une forme de présence à soi et aux autres qui fait aussi la civilisation. Parce que cette question-là, soyez tranquille, hein, les profs de physique, les profs de géographie ne se la posent pas, hein, parce qu'ils n'y sont pas affrontés à cette question du corps. Il me semble que vous, il y a cette culture et ces objets, mais qu'il y a aussi cette dimension anthropologique de votre métier. Et c'est pas une dimension sans contenu, hein, tout ça se fait avec les contenus culturels et avec le contenu culturel de chacune des activités physiques et sportives, mais il semble que ça traverse votre discipline. Alors je vais dire quelque chose d'un peu peut-être à la fois excessif et prétentieux pour vous, mais à bien des égards, vous portez dans l'institution scolaire un souci que les autres ne partagent pas suffisamment et qui est probablement un des soucis majeurs de notre post-modernité. Du rapport entre les genres, les sexes, du rapport de l'individu à son propre corps. Et aujourd'hui, on voit bien que les choses évoluent. La question des transgenres, par exemple, elle se pose. Et il me semble que votre métier est un peu interrogé par ça. Voilà. Vous ne pouvez pas rester totalement indifférent à l'anthropologie et à la question du corps, tel que mon collègue David Le Breton, par exemple, l'explique dans ses ouvrages. Et David connaît très bien les profs de PS. Hein. Il travaille sur la scarification, il travaille sur le tatouage, il travaille sur toutes les transgressions physiques, etc., etc. Et il montre comment il y a un rapport très étroit entre tout ça et votre métier. Mais peut-être que là, je m'envole dans des trucs complètement abracadabrants. Hein. C'est abracadabrant. Tant que tu fais l'éloge des pros de PS, ça va. D'accord. Et juste par rapport au corps, à l'intentionnalité, sachez que le Cocorico marseillais fait que dans une des rares académies de France, si ce n'est la seule, je crois, par rapport à l'intentionnalité qu'un corps peut avoir, on peut se rendre compte qu'on est la seule académie, je crois, vous corrigez, où le SNEP et l'inspection ont travaillé sur les gestes professionnels des enseignants de PS pour faciliter ou essayer d'éclairer, de proposer des opportunités d'action aux enseignants qui seraient en difficulté dans la façon dont ils évoluent dans leur rapport avec les élèves. Donc comment se comporter quand on est un garçon avec des filles, comment gérer la problématique des vestiaires pour faire en sorte que le travail de l'enseignant de PS soit facilité. Je vous renvoie vers le document qui est sorti en tout début d'année où il y a pas mal de problématiques liées à l'intentionnalité des corps des élèves et des enseignants qui sont soulevés et dans lesquels il y a des pistes d'agir professionnels qui peuvent vous renseigner un peu. J'ai pris juste la parole parce que c'était la question suivante, c'était l'occasion de boucler la boucle dans les 5 minutes qui nous restent.
On a dressé le constat au début de la conférence qu'on vivait dans un monde ultra-libéral. Je crois que Mono a essayé de montrer que dans un sport collectif, les règles pouvaient nous permettre d'apprendre. La question suivante, c'est coopération, compétition, on les oppose en permanence. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir des ambitions humanistes dans un contexte compétitif? Vous avez 5 minutes. Bon, je fais le teasing pour une prochaine soirée, à mon avis, parce que là, le sujet est quand même très, très compliqué. Alors, c'est vrai on l'a un peu discuté quand on a préparé cette rencontre. Le mot compétition résonne de deux façons dans le monde de l'éducation physique et du sport. Il résonne compétition au sens de je joue à la compétition avec un autre, je me challenge finalement, et qui est très proche du défi, qui est très proche de je joue contre toi. Et le mot compétition, c'est aussi finalement le système d'organisation des scores des matchs. Pour le point de PS, c'est de la banalité ce que j'en raconte, sauf que justement, je vais vous montrer qu'en travaillant, en réfléchissant sur cette articulation du score des matchs, on peut justement travailler la question du lien entre compétition et opposition. Alors, avant toute chose, quand même, je pense que vous l'avez entendu sur toute la première partie, à mon sens, il ne faut pas confondre compétition et compétitivité. La compétitivité n'a rien à faire dans le monde scolaire. Le monde libéral n'a rien à faire dans le monde scolaire. Même si aujourd'hui, on met de plus en plus en compétition les écoles entre elles, les lycées entre elles, les élèves entre eux, pour accéder aux classes, ou à l'échelon supérieur. Mais à mon sens, si l'idée de dire que nous, en EPS, on va faire vivre des compétitions au sens de compétitivité, d'éliminer l'autre pour pouvoir continuer de jouer, à mon sens, c'est absolument pas la philosophie et les défis qu'on doit affronter aujourd'hui. Mais je crois que là-dessus, on a suffisamment insisté sur toute la première partie pour que ça soit suffisamment clair, mais il faut réinsister. Perdre son emploi et perdre un match, c'est quand même pas pareil. Et en tout cas, la compétitivité n'a rien à faire dans le monde de l'éducation physique. Le deuxième point, et là on peut aller puiser du point de vue des travaux qui on va dire plutôt sur la question de la langue, dans le mot, l'étymologie du mot compétition, c'est compéter. Et dans le mot compéter, il signifie chercher ensemble. Et je trouve que quand on a cette définition-là, c'est formidable pour l'éducation physique et sportive. À condition qu'on réfléchisse et qu'on l'organise. Parce que c'est pas parce qu'on a pris un mot, la racine du mot en latin, qu'on a réglé le problème à l'éducation physique et sportive, bien entendu. Et on retrouve de façon d'ailleurs assez étonnante, quand on parle des sports collectifs, on les met dans les sports d'opposition. Alors que c'est des sports d'opposition et de coopération. Parce que comment s'opposer sans coopérer? Mais vous remarquerez que très souvent, on met en avant que le côté de la dimension de l'opposition. Alors qu'il y a une dimension fondamentale qui est celle de la coopération. On coopère ensemble pour s'opposer à l'autre, sinon on ne fait que perdre. Ça c'est sûr et certain. On coopère ensemble. Alors, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il commence à être tard et qu'on peut développer cette question-là. Je mets juste deux exemples sur les deux sujets que je viens d'indiquer, à savoir sur la dimension plutôt, on va dire, de la rencontre, comment on peut gérer cette question-là en jouant sur la question des scores. Vous connaissez très bien aujourd'hui, par exemple à Marseille, il y a un collègue qui s'appelle Nicolas Mastré qui parle de gagner avec la manière. C'est-à-dire, quand tu gagnes le match, tu le gagnes à partir de quels critères et quels attendus. Le score, on peut traduire ça. On a inventé un truc en éducation physique et sportive, les pédagogues didacticiens du terrain, ils ont inventé les scores parlants. Pour tous ceux qui ont fait des études en stats, c'est très parlant ce que je raconte. Le score parlant, c'est simplement, au lieu de dire tu as 1 point, 2 points, 3 points, on dit mais si jamais tu as un indicateur particulier, tu marques de cette façon-là, tu as 10 points. Moi, en bas, je considère que ce qui est prometteur, c'est le tir seul. Seul, ça veut dire seul face au gardien. C'est pas seul, n'importe où, je tire, je déclenche un tir avec 12 élèves devant. Non, c'est pas ça. Tir seul face au gardien, je considère que c'est prometteur. À la fois, je suis capable de me mettre moi en position favorable, soit seul, soit avec les autres, parce que j'ai joué en articulation avec les autres pour me mettre seul. Je marque sur un tir seul, c'est 10 points. Je marque sur un tir normal, n'importe où, parce que je ne prends rien, j'ai un gros bras, j'ai un tir fort. Bon, ben on va le prendre en compte, ça vaut 1 point. C'est parlant parce que tout de suite, 24 à 28, on sait combien de tirs seuls, combien de buts dits classiques. Moi, je considère que du point de vue de la façon déjà dont ça vient éclairer le sport, c'est intéressant. Là où on est sur une compétition qui va être, on va dire, plus qualitative, parce que les compétitions classiques, c'est quoi? Gagner 3 points, perdu 1 point, voilà, l'affaire elle est réglée. Ça, c'est la compétition classique du monde fédéral. Et je pense qu'on a, nous, dans le monde de l'éducation, d'autres choses à inventer que simplement
les copies, et souvent plus fades d'ailleurs que le monde fédéral. On peut très bien, mais là aussi, je ne suis pas en train de raconter quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation, je ne sais pas quoi, incroyable. C'est que si on dit aux élèves, si tu gagnes ton match avec un nombre de tirs seuls qui est, par exemple, plus de 8 sur un match de 6 minutes, c'est arbitraire, chacun fera sa sauce après, en interne, son établissement. Ça permet d'avoir 5 points. Et si tu marques avec 4 ou 5, ça fait 4 points. Et si tu marques avec moins de X tirs seuls, 3 par exemple, tu vas avoir que 3 points. On met dans le score, qui représente finalement, je reviens, à une compétition, un indicateur fort du point de vue de comment on va travailler sur une relation entre le score, la compétition et les objets d'études que l'on veut faire travailler. Alors, la compétition devient un levier pour apprendre et non pas simplement un levier pour détruire. Juste une petite parenthèse, tout à l'heure quand tu disais sur les travaux de groupe, si je fais rien, j'ai une répartition. Nous, sur le fait que certains collègues disent « Ah non, moi je ne fais pas de la compétition, c'est négatif, je ne compte pas les points ». Vous ne comptez pas les points, mais à la sortie de la classe, les élèves les ont comptés. Et qu'est-ce qui se produit? Il se produit qu'ils reproduisent des modèles dominants du libéralisme en disant « t'as perdu, tu es nul, etc. » Donc il faut travailler cette question du score, du gagnant, du perdant. Deuxième exemple, du point de vue, et là aussi, je pense que c'est des choses que vous connaissez, sur la question de la compétition. Le problème, c'est pas de gagner, le problème, c'est de perdre. Et c'est la question de l'élimination, et ça sera pour une prochaine fois, je vais vous faire juste, peut-être que vous comprenez, non, mais parce que sinon je m'arrête trop rapidement parce qu'on m'a fait une croix, et comme je suis émancipé, je ne vais pas non plus suivre. La question, c'est de dire comment j'invente des systèmes de compétition sans élimination. Et dans des systèmes où le perdant n'est pas éliminé du jeu et mis sur le côté, mais il peut continuer de jouer. Et aujourd'hui, on a des systèmes assez simples, par exemple des buts de maîtrise, où on dit tu vas jouer, et il faut que tu marques en plus 10 points. Ces systèmes-là de compétition, où ce n'est pas simplement le gagnant qui est valorisé et le perdant qui est éliminé, à mon avis, viennent travailler cette relation autrement qu'une compétition qui serait sélective et à mon sens qui n'a rien à faire à l'école. Alors moi je suis évidemment totalement d'accord. La compétitivité au sens managérial du terme n'a rien à faire à l'école. Au sens libéral du terme n'a rien à faire à l'école et c'est une compétitivité qui a pour vocation d'accroître les inégalités. Or précisément, le rôle de l'école est de réduire les inégalités. Donc pour moi la question est simple, est-ce que la compétition accroît ou réduit les inégalités? Si elle accroît les inégalités, elle me paraît aller à l'encontre de la vocation de l'école. Si elle contribue à les réduire, elle contribue précisément à faire ce qui est le devoir de l'école. Alors, Bruno est entré par la compétition, moi je vais entrer par la coopération. Parce qu'on emploie le mot de coopération sans toujours le définir. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une situation de coopération? C'est une situation où la réussite de chacun contribue à celle de tous, et celle de tous contribue à celle de chacun. C'est-à-dire où l'investissement de chacun va aider tout le monde à progresser, parce que tout le monde progresse, ça va permettre à chacun de progresser. Et là, on voit bien que dans la coopération, il y a réussite, quelque part. On coopère pour quelque chose. Et on voit bien qu'à certains moments, la mise en situation de compétition peut stimuler la coopération, dans un certain nombre de cas. Mais à condition que cette compétition soit bien faite dans le sens qui a été évoqué par Bruno tout à l'heure. Et derrière ça, au fond, c'est la question de l'évaluation. Il l'a évoqué, le point. C'est la fameuse phrase d'Albert Jacquard que je cite tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui, d'aller dans les écoles avec lui, etc. Le rôle de l'évaluation n'est pas de savoir si je suis meilleur ou moins bon que les autres, c'est de m'aider à devenir meilleur que moi-même. Et donc, le problème de l'école, c'est de savoir si elle permet à chacun de se dépasser, pas de dépasser les autres, mais de se dépasser lui-même. Alors, si le jeu d'opposition à un moment me permet de me dépasser, il est émancipateur. Il est émancipateur parce qu'il contribue au progrès de chacun. Et donc, moi, je mettrais cette notion de dépassement au cœur de ce qui peut réunir à certains moments, ou en tout cas permettre de ne pas opposer complètement de manière manichéenne la coopération et la compétition. Le dépassement, parce que le dépassement, c'est une autre manière de dire aussi l'émancipation. C'est une autre manière de dire on lutte contre tous les enfermements. C'est une autre manière de dire on lutte contre tous les fatalismes. C'est une autre manière de dire on lutte contre ceux et celles qui disent il n'y arrivera jamais parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est une autre manière de poser l'éducabilité de toutes et tous.
Et pour moi, le principe même qui doit nous animer, c'est bien celui de l'éducabilité de toutes et tous. Voilà ce que je peux dire, mais qui n'est rien de différent, dit avec d'autres mots et de manière moins spécialisée, ce qu'a dit Bruno avant moi.